Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, c'est Bonjour. 20h15. Donc, vous connaissez Bénédicte, qui travaille à l'USPO, Pierre-Olivier Variot, qui est vice-président de l'USPO, et puis moi qui suis président de l'USPO. Donc, on va démarrer cette séance de consultation pour le Ségur de la santé. On va attendre un petit peu parce qu'on a démarré un petit peu plus tôt parce que la séance risque de durer un petit peu plus longtemps une heure et demie, parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Et puis, l'objectif est de vous faire participer et de vous écouter. Et n'hésitez pas à nous faire des propositions. Donc, comment on va faire ce, ce travail, cette soirée? D'abord, on est dans une phase de consultation sur le Ségur de la santé suite au Covid, suite également bien sûr à la crise hospitalière et aux revendications que les hôpitaux mènent depuis plus de 9 mois maintenant et encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des choses, des leçons à tirer de l'organisation sur la ville, et notamment en particulier du travail qu'ont montré les pharmaciens, leur capacité à résister pendant cette crise, à relever les défis que l'on nous a confiés, c'est-à-dire la continuité des soins pour tous les patients chroniques, d'être présents et ouverts pendant la situation qui était très tendue, hein, début mars et mi-mars, c'était quand même extrêmement difficile, avec toute l'équipe officinale. Et moi, je remercie l'ensemble des adjoints et l'ensemble des préparateurs qui ont tenu le choc pendant cette période. Et donc, on va bien évidemment dérouler par thème, puisque l'ensemble des membres de l'USPO, que ce soit les membres du conseil d'administration, les membres élus aux unions régionales des professions de santé USPO, on a échangé, travaillé depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc, on a déjà fait une partie d'une trame permettant de fixer une série de thèmes, de propositions, mais ces propositions sont complètement ouvertes, méritent d'être enrichies, méritent d'être challengées, méritent également, elles ne seront pas certainement exhaustives, et vous aurez certainement des choses que vous allez considérer comme prioritaires. Et bien sûr, notre objectif ce soir, c'est d'être à votre écoute, et n'hésitez pas à participer. Alors, Bénédicte, est-ce que vous pouvez, comme d'habitude, expliquer, pour ceux qui n'ont pas d'habitude, comment ils peuvent poser des questions, et puis on aura aussi un système de sondage. Ouais. Alors pour les participer et faire vos réflexions, vous pouvez cliquer sur le petit onglet à droite avec un point d'interrogation. On reçoit directement vos questions. Moi, je peux y répondre en direct. Et l'idée, c'est aussi que vous puissiez envoyer vos propositions pour le Ségur de la santé dans le cadre de ces propositions. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va faire aussi, c'est des sondages. Donc, au fur et à mesure des propositions qui seront évoquées par Gilles et Pierre-Olivier, vous verrez des sondages apparaître. Et à la fin de ce webinaire, on montrera les résultats de ces différents sondages. Voilà, donc on va démarrer parce qu'on a beaucoup de sujets, mais avant de démarrer sur les propositions du Ségur, deux bonnes nouvelles. Vous savez que l'USPO se bagarre depuis un petit moment avec les autres composantes de la profession, hein, que ce soit l'ordre, que ce soit l'autre syndicat ou que ce soit les groupements, pour obtenir la possibilité toute simple de faire des TROD Covid à l'officine. Donc ça y est, l'arbitrage a été rendu par le ministre et nous allons avoir la possibilité de faire des TROD Covid à l'officine, dont c'est des tests sérologiques, hein, ce n'est pas des tests PCR virologiques où on met les coubillons dans le nez. Donc ça va être le test pour voir si la personne a développé des anticorps. Alors, les conditions d'utilisation et de réalisation de ces tests à l'officine seront bien sûr, s'ils sont remboursés, à la condition d'être prescrits. Ça, je pense que l'assurance maladie, là-dessus, n'acceptera pas
que l'on soit pour l'instant prescripteur de tests remboursés, on verra si on a la possibilité de faire des tests à l'officine, à la demande des patients, s'ils le souhaitent, sans prescription et sans être remboursés. Mais voilà, la nouvelle est toute fraîche, date d'aujourd'hui, et l'USPO se félicite d'avoir convaincu l'ensemble des acteurs de suivre la recommandation de l'HAS et de montrer que la profession, contrairement à ce que disaient certains, est capable, bien évidemment, d'orienter les patients, d'expliquer aux patients la limite du résultat de ce test et de les réaliser. Nous verrons pour les tests virologiques, puisque pour l'instant, avec les couvillons, c'est extrêmement compliqué, mais on sait que des tests arrivent qui sont des tests salivaires. Et donc, peut-être qu'il y aura une réflexion sur ces tests pour voir s'ils sont faciles à réaliser, si on peut le faire à l'officine, mais nous en sommes encore pas là. La seconde bonne nouvelle, c'est que les solutés hydroalcooliques devaient théoriquement s'arrêter à la fin de l'état d'urgence, donc le 10 juillet. Vous savez que nous sommes bagarrés, et encore pas plus tard qu'en début de semaine, pour demander le prolongement. Nous avons confirmation que le prolongement à la fois de la fabrication, mais également de la commercialisation des solutés hydroalcooliques pourront se faire jusqu'au 1er septembre. Alors, on n'est pas satisfait parce que le 1er septembre, c'est court. On va bien sûr demander une prolongation, mais déjà, on va pouvoir passer l'été et ceux qui avaient acheté de l'alcool, enfin trouvé des flacons, réussi à avoir de la glycérine, pourront continuer à fabriquer et à mettre à disposition le soluté hydroalcoolique. Donc voilà sur ces deux premières bonnes nouvelles. Et puis maintenant, nous allons dérouler les différents thèmes sur le Ségur de la santé. Le premier, puisque bon, on va beaucoup parler dans ce Ségur de l'hôpital, eh bien, c'est d'abord de voir qu'est-ce que l'on pourrait faire avec l'hôpital. Vous savez que l'hôpital a toujours tendance à vouloir faire le travail des autres et à vouloir venir sur la ville. Je crois qu'il a assez de problèmes à régler pour déjà s'occuper des patients qui sont à l'hôpital et qui sont des patients lourds. Et il faut laisser les autres patients chroniques aux professionnels de santé de ville. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pourtant, c'était déjà dans la loi Bachelot, la loi Hôpital Patient Santé Territoire, qui mettait dans un article qui était le droit des malades, le code de la santé publique, qui disait que l'hôpital, au moment d'une hospitalisation, devait recueillir le nom du médecin, du pharmacien, de l'infirmier auprès du patient, pour que ce patient, pour que l'hôpital puisse recueillir auprès des professionnels un certain nombre d'informations. Et vous voyez bien que l'hôpital, de temps en temps, vous appelle pour connaître le traitement des patients, mais également pour préparer la sortie. C'est le patient qui choisit son professionnel de santé, qui le désigne à l'hôpital, et celui qu'on va contacter avant que le patient sorte. Parce qu'il faut arrêter avec ces patients qui sortent le vendredi sans aucune préparation, avec un infirmier qui ne peut pas organiser ses tournées et qui ne sait pas si le Lovenox, s'il faut le faire ce soir ou s'il faut le faire demain matin, des pharmaciens qui courent partout pour avoir des médicaments et le matériel médical, et un médecin qui n'est pas informé de la sortie du patient. Je pense que ce n'est pas comme ça que l'on travaille, en tout cas, puisque tout le monde veut progresser, veut se coordonner. Eh bien, commençons par organiser la sortie avec, bien sûr, la messagerie sécurisée qui doit permettre d'échanger de façon parfaitement sécurisée les informations dont nous avons chacun besoin, et puis préparer la chambre du malade avant qu'il sorte. Ça permet de rassurer la famille, de l'accueillir dans de bonnes conditions et d'avoir une équipe de soins primaires disponible pour le patient et pour réussir ce passage de l'hôpital vers la ville. Donc ça va être un axe que nous allons développer parce que ça fait quand même 9 ans que ce texte existe et 9 ans qu'il est appliqué dans pratiquement aucun hôpital. Ça veut peut-être dire que dans la réorganisation de l'hôpital, il doit y avoir un coordonnateur de sortie, qui peut être une infirmière cadre par service, qui justement s'occupe à la fois de la partie soins, mais également d'organiser la partie avec le médico-social. Parce qu'un certain nombre de patients sortent avec des difficultés, des pertes d'autonomie,
des difficultés avec besoin d'auxiliaires de vie. Et donc ça se prépare aussi, ça s'anticipe et on ne le fait pas supporter uniquement à la famille et dans des conditions qui ne sont pas organisées. Donc ça, c'est un axe fort que l'on veut pousser et qui mettra un petit peu l'hôpital devant ses responsabilités et qui est, à mon avis, absolument prioritaire, notamment en raison également des évolutions des techniques opératoires. On voit bien que sur la chirurgie, ça devient de plus en plus ambulatoire, que les interventions chirurgicales font que le séjour hospitalier est plus court, donc les soins post-opératoires sont organisés en ville. Et puis, on voit que des traitements comme les chimiothérapies peuvent se faire maintenant à domicile. Et donc, ça nécessite une organisation et un suivi de ces patients. L'autre point sur l'hôpital, c'est l'expérimentation qui a été faite sur la mise à disposition des médicaments qui sont réservés à l'hôpital et qui peuvent être dispensés par les pharmaciens de ville. On a vu que, bien évidemment, les grossistes, par l'intermédiaire des grossistes, on peut récupérer ces médicaments avec un lien avec le pharmacien hospitalier. Ça nous permet de les dispenser, ça nous permet de connaître également l'ensemble du traitement des patients, ce qui est absolument indispensable quand on veut travailler pour suivre ces patients chroniques. Et bien sûr, il faut trouver un modèle économique pour ce travail, à la fois pour les grossistes répartiteurs, mais également pour les pharmaciens d'officine. Donc voilà les thèmes sur l'hôpital que nous essayons de pousser et donc bien sûr nous attendons l'ensemble de vos remarques. Pierre? Alors, sur le pharmacien correspondant, donc pendant la crise Covid, on s'est rendu compte que le pharmacien avait anticipé, le pharmacien correspondant existe depuis la loi HPST, mais on l'a tout simplement mis en musique en permettant les renouvellements des traitements sur la base de la stabilité des patients par rapport au traitement. Et non pas sur le fait d'avoir une ordonnance de 3 mois, mais sur le fait que le patient soit stable et qu'on ait pu vérifier dans son historique qu'il avait pris depuis un certain temps les traitements. Et ça s'est fait sans aucune sur- ou sous-consommation. Ça s'est fait très professionnellement, très proprement. Et le patient, il a continué d'avoir son traitement, il a continué d'avoir ses soins. Et c'était vraiment un essai remarquablement mené de la part de la profession qui a vraiment poussé le pharmacien correspondant. Donc, il faut que maintenant, le pharmacien correspondant, on aille jusqu'au bout. Il est inscrit dans la loi, il faut que maintenant, on le termine. Et bien sûr, dans le cadre d'un protocole avec le médecin, d'un protocole de soins, d'un suivi du patient par le pharmacien, mais également dans le cadre d'un protocole entre un médecin et le pharmacien hors CPTS. Le Graal, c'est évidemment qu'il y a une coordination par une équipe de soins primaires ou une CPTS. Mais si on ne peut pas l'avoir, il faut quand même que le patient, s'il le décide et s'il a envie que ça se passe comme ça, puisse rentrer dans un parcours de soins où le pharmacien va être son pharmacien correspondant. À l'image de ce qui a été fait durant la crise Covid, il faut qu'on puisse le mener au bout et qu'on le fasse tout le temps. Et je pense que c'est important. C'est vraiment pour ça que l'USPO se bat depuis quelques années et pour ça qu'on a mis en place plein de choses, y compris les réformes de la rémunération et les réformes du métier, pour tendre vers cet accompagnement des patients et ce suivi des patients dans le pharmacien correspondant. Vous voyez, quand on parle du pharmacien correspondant, c'est 9 ans de travail. Je vous rappelle que la définition du pharmacien correspondant, c'est un pharmacien qui est désigné par le patient pour le suivre dans sa pathologie chronique, en étant habilité à renouveler les traitements, à adapter les posologies dans le cadre d'un protocole de soins. C'est ça la définition du pharmacien correspondant et du décret qui est sorti. Maintenant, il faut bien évidemment qu'on le mette en route. Et on a vu que sur le Covid, c'est exactement ce que l'on a fait, c'est-à-dire on a assuré la continuité des soins, y compris pour les ordonnances qui étaient expirées, et également pour des traitements qui étaient lourds, comme les opiacés, les hypnotiques, comme les traitements substitutifs aux opiacés, où on a prolongé au-delà des règles classiques. Et donc, on a assuré ce travail de suivi du patient. Et si le patient n'allait pas bien, ça nécessite une consultation. S'il va bien, eh bien, on peut continuer le traitement. Donc, on voit bien que c'est la mise en place d'un protocole de soins, d'un suivi et d'un travail en équipe avec le médecin, avec le pharmacien et éventuellement l'infirmier quand il intervient auprès de la personne.
Pour ça, on va le pousser. Et je crois qu'il serait absolument nécessaire que le patient aussi prenne l'initiative de la coordination. Pour l'instant, s'il existe une structure coordonnée et si les acteurs professionnels de santé sont d'accord, ça se met en place. Et je pense qu'il faudrait que le patient, qui a connaissance de cette organisation, mais de Saint-Trétan, il le sait depuis longtemps, le pharmacien correspondant, il est en train de le découvrir, eh bien, le demande en disant, moi je suis un patient diabétique, je suis un patient chronique, j'ai besoin que l'on me suive et j'aimerais rentrer dans un protocole de soins de suivi avec le médecin et le pharmacien. Et donc je crois qu'il faut que voilà, quand le médecin et le pharmacien ont décidé de s'entendre, eh bien, n'attendons pas qu'il y ait une organisation territoriale pour démarrer. Démarrons de suite. L'organisation territoriale viendra en plus, et c'est tant mieux, mais il ne faut pas retarder les dossiers. Ça fait 9 ans qu'on attend la mise en place du pharmacien correspondant. Donc, on vous propose de répondre à un rapide sondage sur le sujet. Donc, la question c'est êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur la sortie hospitalière et le pharmacien correspondant? Donc, vous pouvez juste répondre en cliquant oui ou non. Et la dernière question, c'est je souhaite faire une proposition supplémentaire et donc vous pouvez la poser en cliquant toujours sur le petit onglet avec le point d'interrogation et nous on réceptionne toutes vos propositions. Voilà, donc on attend peut-être quelques instants et puis après on peut le fermer pour le prochain sujet. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte, déjà des réactions? Ouais, sur le sujet, j'ai aussi des questions sur l'hospitalisation à domicile. Comment intégrez-vous l'hospitalisation à domicile? Il pose toujours pas mal de problèmes entre les choses prises en charge ou pas et la lourdeur de la facturation. Alors c'est vrai que théoriquement, l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, est réservée aux patients lourds, aux patients complexes, qui nécessitent voilà, une surveillance encore plus serrée avec des équipes mobiles qui viennent de l'HAD. Nous avons signé une convention avec l'HAD, avec Elisabeth Hubert, qui préside la fédération des HAD, pour voir dans quelles conditions les pharmaciens pouvaient travailler avec l'HAD. C'est-à-dire s'ils pouvaient fournir les médicaments, dans quelles conditions ils devaient le faire. Alors bien sûr, notre exigence, c'est si on doit livrer les médicaments, c'est tous les médicaments. Bien sûr, ils ne sont délivrés quand c'est possible que de façon séquencée, plutôt hebdomadaire, quand c'est des perfusions, etc. Quand c'est un traitement classique comprimé, ben, c'est une boîte, bien évidemment. Et puis, on est en train de travailler avec les éditeurs de logiciels de l'HAD et nos éditeurs de logiciels pour dématérialiser le paiement. C'est-à-dire qu'on arrête d'envoyer des factures papier, que l'on envoie bien évidemment une facture comme une transmission et que l'on soit payé rapidement. Ça soulagera le travail administratif de l'HAD et également le travail des pharmaciens pour être payés et avoir un suivi de ces factures. Bien sûr, ce n'est pas que la fourniture des médicaments, ça peut être aussi la mise à disposition de matériel dans des conditions qui sont pas faciles, parce que les prix sont plus des prix hebdomadaires, mais parfois des prix journée. Donc là, il faut avoir, je dirais, un appui de prestataires qui travaillent avec les pharmaciens, mais ça se fait. Hein, dans certaines régions, ça marche très très bien. Hein, il y a un tarif spécifique pour l'HAD. Et puis, c'est aussi l'échange d'informations par rapport au traitement du patient et au suivi de ces patients pour qu'on les sécurise au maximum et que l'on évite de voir ce qui se passe dans certaines HAD, carrément l'exclusion des pharmaciens, parce qu'ils s'adressent qu'à la pharmacie à usage intérieur. Quand l'hôpital est à 40 km du lieu de domicile du patient, une petite camionnette juste pour apporter un peu de paracétamol ou 2 ampoules de morphine, franchement, c'est pas rationnel, alors que le patient a la pharmacie qui est juste en face. Donc je pense que voilà, il y a eu une volonté au départ
de le développer avec des PUI. Ce modèle trouve toute sa limite maintenant, puisque les HAD vont au-delà des 3-4 km autour de l'hôpital, bien évidemment. Et donc, voilà, on essaie de travailler, comme d'ailleurs les infirmiers le font, pour travailler aussi en relation avec l'HAD. Alors, on a pris une question sur la sortie hospitalière, peut-être une question sur le pharmacien correspondant. Comment valoriser le rôle du pharmacien correspondant? On le fait naturellement, mais aucune remontée de nos actions. Peut-être Pierre? Le but, ça va se passer déjà pour qu'il soit étiqueté, le pharmacien correspondant, c'est qu'il y ait une déclaration sur le site d'Amélie pour que le patient désigne son pharmacien correspondant. Ensuite, les actions, elles vont être, comme on les a vues là, on a renouvelé les traitements, on a pris en charge. On n'a pas pu faire d'adaptation posologique parce que c'était pas dans notre capacité. On a pu juste réorienter les patients vers le médecin quand il y avait quelqu'un qui n'allait pas bien et qui n'était plus, dont le traitement n'était plus en adéquation avec sa maladie. Et je pense que tout ça, c'est à créer, c'est à monter le modèle. Alors, dans le modèle du pharmacien correspondant, on voit bien que si on rentre dans une stratégie de coordination et qu'on confie la responsabilité au pharmacien de la surveillance du patient et du renouvellement du traitement sous condition que le patient soit stable et surveillé, là, c'est sûr qu'il y a un modèle économique à mettre en place. Ce n'est pas juste cocher la case « je suis pharmacien correspondant », c'est de dire qu'est-ce que cela entraîne derrière dans le suivi et l'accompagnement du patient. Par exemple, tout simplement un patient qui est hyper tendu, il est sous traitement. Eh bien, le médecin peut dire, moi je fais une ordonnance pour 6 mois, dans le cadre d'un protocole, mais je veux que tous les 3 mois, le pharmacien me surveille l'attention pour pouvoir reprolonger de 3 mois le traitement. Et qui surveille, bien sûr, quelques critères permettant de savoir si, à l'occasion de notre renouvellement, le patient est stabilisé ou pas stabilisé. Donc tout ça, voilà, ça permet une évolution du métier qu'on a déjà amorcé avec l'avenant numéro 11, qu'on a confirmé avec la signature de l'avenant 19, signé en novembre avec l'USPO, pour mettre en place et anticiper ce pharmacien correspondant. Et vous voyez bien qu'on avait un petit peu le nez creux, puisqu'on était, sans savoir que le Covid allait arriver, on était déjà dans cette stratégie. Et le Covid n'a fait que montrer que le réseau a été capable bien, déjà d'anticiper et de mettre en place le pharmacien correspondant en situation de crise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Bénédicte, ou est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur les prochains thèmes? J'ai d'autres questions. On peut prendre d'autres questions si vous voulez. Peut-être une autre. J'ai notamment des questions sur les dérives de certains prestataires qui fournissent le matériel sans demander l'accord aux pharmaciens, aux patients ni aux médecins. Et notamment aussi des problèmes avec la HAD où on change de la pharmacie sans prévenir et qui ne tiennent pas compte du pharmacien habituel et qui nous demandent que les produits pendant les gardes en fait. Donc il y a aussi des remontées, des difficultés sur le sujet. Et pareil, sur la HAD, il y avait aussi des questions sur la HAD qui nous confisque les patients et qui ne nous payent pas les dispensations. Ouais. Alors, avec l'HAD, on sait qu'il y a certaines HAD qui travaillent très correctement avec des pharmaciens, qui respectent la convention que nous avons signée avec la FENEAD, d'autres qui sont un petit peu plus rugueuses, considérant que le pharmacien est le bouche-trou du samedi et du dimanche, et derrière de l'appeler juste pour le dépannage. Et même parfois, certaines avaient essayé de dire que le pharmacien pouvait dépanner le samedi et qu'il ne fallait pas qu'il facture le médicament parce que l'HAD allait le lui rendre le lundi. Vous voyez jusqu'où ça allait sur le manque de respect et de considération du pharmacien. Donc tout ça, on est en train de le régler. Si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à les remonter à l'USPO. Nous avons déjà réglé un certain nombre de problèmes avec des pratiques HAD qui n'étaient pas conformes à l'esprit dans lequel on souhaite travailler ensemble. Et sur la facturation, pareil. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous envoyer les difficultés. Et on a suffisamment de contacts avec la fédération pour faire comprendre certaines choses. Concernant le choix du pharmacien ou du prestataire, on voit aujourd'hui que c'est complètement déviant, puisque même pour les stomies, aujourd'hui, pour les poches, on ne demande pas aux pharmaciens de les fournir.
l'hôpital est en contact direct avec un prestataire qui est à 400 km et qui les envoie par la poste. On s'est aperçu que pendant le Covid, le service de la poste n'a pas été à la hauteur. Et donc, un certain nombre de patients se sont retrouvés en difficulté, obligés d'aller se dépanner chez le pharmacien. Et c'est comme ça que le pharmacien a découvert que le patient avait des poches et ne se servait pas chez lui. Donc, c'est toute la stratégie du droit des malades. C'est le malade qui décide. Et ce n'est pas quelqu'un qui impose un prestataire ou un autre acteur ou un autre pharmacien. C'est au patient de choisir. Ensuite, si le pharmacien peut répondre aux besoins de ce malade, eh bien, c'est lui qui fait le boulot. Et c'est comme ça qu'on a une bonne organisation et qu'on rassure les patients, parce que avoir un garage plein de matériel fourni par un prestataire qui est à 150 km de la maison et qu'on ne sait pas comment contacter, c'est pas du boulot, c'est du gaspillage et ça angoisse le patient et ça le met mal à l'aise vis-à-vis de son pharmacien. Et je ne vous dis pas les commentaires de l'infirmière quand elle voit tout ce matériel stocké qui ne sert à rien chez le malade. Donc c'est ça la stratégie qu'on veut mettre en place. Le choix du malade. Je pense qu'on peut peut-être changer de sujet et puis on reviendra là-dessus s'il y a d'autres questions. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, l'USPO est très favorable. Très favorable à ce que ces CPTS couvrent tout le territoire. Alors, elles peuvent être de taille très variable, hein, parce qu'on n'a pas le même CPTS quand on est dans une grande agglomération ou quand on est en milieu rural, mais la taille est prévue et il y a différents critères et différentes sommes pour financer le fonctionnement des CPTS en fonction de la taille. La CPTS, c'est une organisation territoriale avec une photographie du territoire qui permet de détecter eh bien, déjà l'offre de soins, la présence d'un hôpital ou pas, la présence d'une clinique ou pas, le nombre de médecins disponibles et ainsi de suite, et puis éventuellement des spécificités de la patientèle qui est présente sur ce territoire. Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que plutôt ce sont des personnes qui ont des difficultés financières? Voilà, on a toute une série de critères qui permettent après de déterminer des actions prioritaires qui vont bien sûr sur la coordination, sur l'organisation avec l'hôpital, sur la prévention, sur le dépistage, sur le numérique en santé, qui permet de stimuler l'ensemble des professionnels de santé en associant les patients, en associant les établissements, en associant les acteurs du médico-social, parce que l'objectif, c'est de travailler ensemble au-delà des professionnels de santé, même si l'origine de la CPTS, ce sont des professionnels de santé qui l'initient. Donc ça, nous, on va pousser pour qu'on ait des CPTS sur tous les territoires. Il y a un financement qui nous aide à la coordination. Et ensuite, hein, il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles avec eh bien, la difficulté hein, d'avoir un bâtiment et d'entretenir un bâtiment. Donc, ça est un petit peu plus long. Et puis, les équipes de soins primaires, qui sont exactement la même organisation que les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais sans les murs. Et donc, tout ça doit maintenant s'accélérer parce que malheureusement, avec le Covid, je crains que l'offre médicale se réduise encore plus vite qu'avant le Covid et qu'un certain nombre de médecins qui étaient proches de la retraite accélèrent leur départ à la retraite pour être moins exposés à un risque Covid. Et on voit bien que voilà, tout le monde sort fatigué de cette épreuve et que certains qui sont proches de la retraite ont tendance aujourd'hui à franchir le pas plus vite que ce qui était prévu. Donc la démographie ne va pas s'arranger, la démographie médicale. Donc il faut qu'on accélère la coordination, le travail avec l'ensemble des acteurs pour dégager du temps médical, bien évidemment. Donc, pour dégager du temps médical, il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle le premier recours sur les soins non programmés. Et là, il y a deux axes. Le premier, c'est celui que vous connaissez, qui est ce que vous faites tous les jours, c'est-à-dire la prise en charge d'un patient qui vient pour un rhume, pour une gastro, pour une allergie, pour une irritation cutanée, et vous lui donnez un conseil, vous lui délivrez des médicaments, et il règle, et il s'en va. Sauf que ça,
c'est un parcours qui n'est pas à égalité par rapport au même patient qui peut aller chez son médecin, mais le déranger pendant ses rendez-vous, puisque c'est par définition un soin non programmé, ou aller aux urgences, alors que ce n'est pas nécessaire de déranger les urgences pour les problèmes qu'il a. Et donc, il faut bien évidemment que ce parcours de soins ne soit pas pénalisant financièrement s'il vient à la pharmacie. C'est pour ça qu'on travaille avec des complémentaires santé pour qu'elles prennent en charge ce parcours pour que ce soit un vrai choix pour le patient. J'ai un rhume, je vais d'abord chez mon pharmacien. Et si je vais chez mon pharmacien, eh bien ma mutuelle le prend en charge. Donc ça, on est en train bien sûr de le développer. Ça fait 10 ans que l'on travaille là-dessus aussi, hein, comme le pharmacien correspondant et la sortie hospitalière, mais on va y arriver parce que bien évidemment l'offre médicale aujourd'hui ne permet pas d'absorber ce travail et les urgences de l'hôpital ne sont pas faites pour ça. Et ensuite, il y a un autre élément qui est des protocoles de premier recours pour la prise en charge par le conseil de médicaments qui, pour l'instant, ne sont pas autorisés au conseil pharmaceutique. C'est par exemple, bien sûr, ce que vous avez vu le débat l'année dernière sur la cystite avec le Monuril. Voilà. Donc, pour l'instant, les protocoles ont été publiés par l'HAS, mais restent limités à l'organisation autour d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Autant dire que les protocoles ne servent à rien, puisque ça concerne que très peu de pharmaciens et donc très peu de patients. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on élargisse cette possibilité, bien sûr, à l'ensemble du territoire pour permettre une prise en charge. Et là, la prise en charge, je pense que le régime obligatoire prendra en charge ce type de conseil. Alors ça vaut pour le Monuril, ça peut également pour les soins dentaires non programmés. Quand quelqu'un vient avec un abcès dentaire, vous savez bien que vous pouvez quasiment rien lui donner à part du paracétamol, alors que ça fait 2 jours qu'il en prend. Bon, il y a peut-être des choses à organiser avec nos confrères dentistes pour voir dans quelles conditions on peut soulager cette personne pour qu'elle puisse après venir le voir et qu'il puisse le prendre en charge correctement. Et donc on a plein d'exemples en Suisse, en Angleterre, au Canada, Québec, Australie, Nouvelle-Zélande, où tous les pays s'organisent en s'appuyant sur le réseau pharmaceutique pour éviter de déranger le médecin quand ce n'est pas nécessaire ou déranger les urgences quand ce n'est pas nécessaire. Et même au Canada, ils vont encore plus loin. En période d'épidémie, ils font ce qu'on appelle les ordonnances collectives. C'est-à-dire, il y a un épisode de gastroentérite. Bien, tout le monde sait que c'est ça. Et donc, il y a une ordonnance type qui est déclenchée par les pouvoirs publics et les pharmaciens peuvent délivrer cette ordonnance sans qu'il y ait une consultation médicale. Comme ça soulage les urgences et les médecins. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller, mais il faut bien sûr le mettre en place sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà les pistes, à la fois développement des CPTS et bien évidemment le premier recours qui est tout à fait de notre compétence, puisqu'il n'y a pas besoin de diagnostic médical. Et si la patiente s'est trompée de porte, eh bien nous, on peut le réorienter vers le médecin. C'est ce qui va se passer pour les angines. Quand on pourra refaire les trop d'angines, on voit bien que là aussi, quand le patient vient à la pharmacie, si c'est viral, on peut le prendre en charge parce qu'on a fait le TROD. Si c'est bactérien, eh bien, on le renvoie avec le résultat du TROD chez le médecin pour qu'il envisage de lui prescrire un antibiotique, bien évidemment. Donc voilà, on voit bien que c'est ce qui est en train de se dessiner. Et il faut profiter du Ségur pour pousser et lever les freins de ceux qui ne veulent surtout pas bouger et qui ne sont pas aujourd'hui audibles. Alors, on fait un deuxième sondage assez rapide. Vous allez voir, ça va être sur le même thème. C'est êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur les CPTS et le premier recours? Oui, non. Ou encore une fois, je souhaite faire une autre proposition. Et donc, pendant que vous répondez, j'ai plusieurs questions sur les CPTS. Notamment qui lie un peu avec le pharmacien correspondant. Le pharmacien correspondant est une mission demandée en CPTS. Comment positionner le pharmacien dans la CPTS? Alors, moi j'invite tous les pharmaciens
à bien sûr participer à toutes les CPTS et tous les pharmaciens du territoire doivent être membres de la CPTS. Et même mieux, je pense qu'il faut rentrer au conseil d'administration et au bureau de la CPTS pour équilibrer avec nos confrères médecins, infirmiers, kinés et autres professionnels. Donc, absolument. Le pharmacien correspondant, ce n'est pas dans le thème même de la CPTS. La CPTS, c'est le territoire. Le pharmacien correspondant, c'est on va se partager la patientèle commune avec le médecin et avec le pharmacien. Alors que l'autre, on est plutôt sur le territoire et pas sur une patientèle partagée. Donc on voit bien que les deux sont complémentaires, mais la CPTS ne suffit pas. Il faut aller plus loin avec des équipes de soins primaires ou éventuellement, j'ai encore fait cette proposition tout à l'heure, que le patient demande à ce que, autour de lui, les professionnels se coordonnent. Et on a vu des outils numériques qui le permettent. On a vu dans les Landes le projet Globule, on a vu du côté de la région Rhône-Alpes, CISRA, où en fait, on a une équipe qui est acceptée par le patient, et c'est lui qui autorise l'ensemble des professionnels à chatter, parce que c'est quasiment un chat, autour du patient, ce qui permet de se coordonner. L'infirmière est à domicile, le patient souffre, il va falloir augmenter sa dose de morphine, le médecin est averti, le pharmacien est averti, la décision est prise, elle est tracée, et hop, on peut déclencher sans être obligé de refaire toutes les ordonnances, etc., parce qu'on a mis en place un protocole de soins qui permet de lutter contre la douleur. Donc ça permet de travailler plus vite, d'être beaucoup plus efficace, de suivre les patients, de demander des avis, et c'est comme ça qu'on va d'abord améliorer la prise en charge, mais également travailler plus vite et travailler de façon beaucoup plus efficace en intégrant les outils modernes, les outils numériques, au service de notre métier. Et pas, comme on le voit trop souvent, des outils numériques qui viennent perturber nos métiers au lieu de les conforter. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des outils numériques utiles pour nos exercices. J'ai une question et aussi je pense que ça serait intéressant d'avoir, et j'ai une proposition qui est faite par un pharmacien qui propose dans le cadre du premier recours, de prendre en charge des soins simples suite à une blessure en officine pour également dégorger les urgences. Je pense qu'on n'a pas évoqué, mais je pense que ça vaudrait le coup de le noter. Ben voilà, ça c'est la réflexion d'un pharmacien qui exerce et qui a été confronté, comme tous les pharmaciens ici, au gamin qui est tombé dans la rue, qui s'est écorché le genou, à quelqu'un qui s'est fait une petite arcade parce qu'il a cogné sur quelque chose ou s'est pris une planche de skateboard, etc. On est confronté à ça et bien évidemment on les prend en charge. Mais on les prend en charge en prenant des risques, on n'est pas couvert, on fait des soins, en plus on n'est pas payé, et souvent la maman qui est rassurée vous dit merci, de temps en temps il vous demande qu'est-ce que je vous dois, et vous êtes bien embêté parce que vous avez pris les compresses que vous avez dans le tiroir, etc. Et voilà, je pense que ça fait partie des choses. Je sais qu'il y a eu une thèse de 6e année ou un rapport là-dessus qui a été fait dans l'Essonne, qui montre que voilà, le pharmacien, bien sûr, peut faire ce travail. Il a sa limite. Hein. Parfois, c'est simplement de conditionner le patient pour qu'il puisse aller aux urgences, faire une radio de contrôle, etc. Mais parfois, c'est mettre un stéristrip en ayant désinfecté la plaie. Voilà, donc on est sur des choses que franchement le pharmacien peut faire, que les médecins faisaient à l'époque. Hein, les médecins faisaient des sutures. On voit bien qu'ils ne le font plus. Donc voilà, et vous avez, et ce pharmacien, il a parfaitement raison. Ça fait partie des protocoles de premier recours que l'on doit mettre dans les priorités parce que c'est le quotidien des pharmaciens. Alors j'ai aussi d'autres propositions, donc enlever une tique, les conseils ophtalmiques, etc. Donc j'en ai plusieurs, donc c'est bien que vous participez, c'est super. Et peut-être une dernière question pour changer de sujet sur les mutuelles, la prise en charge des médicaments à PMF. Et il y a une demande de clarification de votre proposition. Et certaines sont volontaires, elles parlent des mutuelles, mais pas toutes. Et donc elles demandent une précision sur votre proposition. Alors,
D'abord, en général, la première question qu'on me pose là-dessus, c'est de dire est-ce que les mutuelles vont nous imposer des médicaments? Il n'est pas question que les mutuelles imposent le choix de médicaments ou les prix. On est plutôt sur des stratégies de forfait annuel, comme vous l'avez aujourd'hui avec Clésia pour votre personnel. Ils prennent en charge 60 € de médicaments conseils par an, mais ils ne regardent pas quel médicament a été sélectionné par le pharmacien pour soulager l'adhérent de chez Clésia. Ensuite, il faut le faire en tiers payant, et un tiers payant, mais un tiers payant de 5e génération. C'est-à-dire, on regarde si la personne a ce contrat, s'il est ouvert. S'il est ouvert, s'il a droit à ces 50 € et qu'il ne les a pas consommés parce qu'on est en cours d'année, et s'il ne les a pas consommés, eh bien le devis que l'on demande en direct à la mutuelle se transforme en facture. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe, c'est directement viré sur le compte du pharmacien, puisqu'il n'y a pas besoin de faire d'autres factures pour faire une espèce de tiers payant à l'ancienne. Et qu'est-ce qui bloquait? Il y avait deux choses qui bloquaient. La première, c'est que certains acteurs ne souhaitaient pas proposer ce service en raison voilà, d'intérêts particuliers que je ne développerai pas ici. D'autres nous disaient que si on le faisait en facture papier, comme ça a été fait plusieurs fois avec des expérimentations avec des mutuelles, le coût de gestion représentait 25%. Donc, ça veut dire que la petite facturette papier que l'on rend à l'assuré est tout simplement quelque chose qui n'est pas moderne et qui est consommateur de coûts qui ne servent à rien. Il vaut mieux consacrer l'argent aux soins plutôt qu'à des coûts administratifs. Par contre, quand on le fait comme je vous l'ai décrit en tiers payant, les coûts de gestion tombent aux alentours de 7%. Et là, du coup, ça commence à intéresser les complémentaires santé, parce que maintenant que sur l'optique, le dentaire, l'audioprothèse, on voit bien que la compétition entre les complémentaires est assez nivelée. Elles ont besoin de proposer d'autres services avec d'autres acteurs. Et la médication officinale comme un parcours simplifié pour l'assurer, rapide, efficace, avec un engagement qualité, avec inscription des médicaments dans le dossier pharmaceutique qui garantit le parcours de soins du patient, et éventuellement d'autres services, comme sur la perte d'autonomie, la préparation des doses administrées ou la dispensation à domicile, sont des choses qui peuvent intéresser les contrats de mutuelle et intéresser bien sûr des personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont besoin de ce service parce qu'ils travaillent, ils veulent aller vite, et les comités mutuels, autant qu'ils soient pris en charge. Donc, voilà, donc, si le service se développe, je pense que l'ensemble des mutuelles vont s'y mettre et on a tous les opérateurs de tiers payants qui sont en train de proposer un service permettant aux mutuelles de le faire dans des bonnes conditions. Pierre, tu es devenu tout noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te vois. Ah non, elle est partie. Oui, on t'entend. Oui, j'ai un très mauvais débit, donc il faut que je coupe la caméra. Moi, je te voyais, mais. D'accord, mais on te voyait un petit peu marbré. Est-ce que Bénédicte, on a répondu à toutes les questions sur ces deux points, dont CPTS et priorité? Là, j'ai des questions. J'ai des questions aussi pour la suite, le dépistage, la PDA. On verra après. Non, je pense que. Ouais, j'anticipe. Non, je pense. Sur les CPTS, j'ai une question. Comment faire quand on n'a pas d'hôpital proche? Tout est hospitalo-centré. Eh bien, justement, quand on n'a pas d'hôpital proche, ça veut dire que le pharmacien, quand le patient revient à domicile, eh bien, il doit travailler en relation beaucoup plus étroite avec l'hôpital. Je vais prendre un exemple très, très simple. Vous avez quelqu'un qui sort d'un service de cancéro, d'oncologie, et qui revient à domicile pour avoir un traitement par chimio orale, et il est à 150 km de l'hôpital. Moi, j'habite à Montélimar.
j'ai des patients qui sont sur l'Ardèche, le centre de référence sur la région Rhône-Alpes, c'est Léon Bérard à Lyon. Ça veut dire que quand vous êtes sur le plateau ardéchois, vous avez 150 km à faire dans la vallée du Rhône, en espérant que ce n'est pas le mois de juillet et le mois d'août, parce que ça se complique un petit peu. Et donc, il est hors de question qu'un patient comme ça puisse se retrouver en VSL sur la route pendant 2 heures, 3 heures, attendre à l'hôpital Léon Bérard pour avoir un rendez-vous pendant 10 minutes et reprendre son VSL pour avoir juste demandé un avis. Ça veut dire que pour ces pharmacies-là, qui sont loin et qui doivent aider ce patient à être pris en charge, eh bien, l'équipement en télémédecine permettant de mettre le patient à partir de la pharmacie en contact avec l'hôpital permet à ce patient d'avoir un avis hospitalier en étant à la pharmacie avec un pharmacien qui l'aide pour cette consultation et en fonction de l'avis qui est rendu, eh bien, de pouvoir donner un traitement supplémentaire ou adapter le traitement en ayant rendu, je dirais, un énorme service à ce patient et un confort qu'il est difficile de trouver. Donc, ça veut dire que dans la stratégie qu'on a sur les territoires, eh bien, justement, quand on est dans des secteurs isolés, eh bien, c'est de demander aux ARS, de demander à l'assurance maladie d'équiper ces pharmacies en outils supplémentaires, de subventionner ces équipements pour permettre à des patients, sans se déplacer, d'avoir le choix d'être pris en charge à domicile. On ne peut pas prendre en charge à domicile des patients sous chimiothérapie orale qu'à la condition qu'ils soient à 30 km de l'hôpital. Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut laisser ce choix à tous les patients. Et quand on est éloigné, eh bien, on doit trouver des solutions avec des pharmaciens en particulier pour permettre à ces patients d'être suivis dans de bonnes conditions à domicile. Ok, bah, je pense qu'on peut passer au sujet suivant, peut-être aux EHPAD avec Pierre, s'il Oui, est connecté. Ouais. vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Oui, les EHPAD. Les EHPAD, c'est un sujet important pour nous à l'USPO. On a travaillé dessus depuis de nombreuses années et le pharmacien correspondant dont on a parlé tout à l'heure trouve pleinement sa place au sein des EHPAD et au sein de l'équipe de coordination. De même que le pharmacien référent au sein de l'EHPAD, avec comme rôle de ce qu'il connaît sur le médicament. Allô? Ouais, Pierre, ça coupe un petit peu. Ah. Peut-être du pharmacien référent avec son expertise qu'il a sur le médicament, la possibilité qu'il va avoir d'adapter et de proposer le livret thérapeutique aux médecins et d'avoir sa place de coordination au sein de l'équipe soignante. Bien évidemment, quand on parle d'EHPAD, on parle aussi de la PDA. La PDA, on l'a fait dans les EHPAD de différentes façons et pour la faire bien, il faudrait qu'on ait absolument la sortie des bonnes pratiques de faisabilité de la PDA, qu'on attend toujours. Il faut absolument qu'on ait ça pour pouvoir faire une PDA de qualité et qui puisse être normée et pour laquelle après on puisse être rémunéré. Bien sûr, aussi, la dispensation adaptée, donc l'avenant 20 de la Convention qui vient de paraître au journal officiel, trouve aussi pleinement sa place dans l'EHPAD, avec une dispensation en fonction des médicaments qui sont en posologie variable, en fonction des besoins des patients. Là aussi, on se recentre sur le besoin des patients et on met le patient au cœur de... ça va pas? Ça coupe un petit peu, Pierre. Si tu veux, je poursuis ce que tu viens de dire. Vas-y, parce que là, j'ai plus de connexion. D'accord. Dans la dispensation adaptée, ça veut dire qu'on sait très bien qu'un certain nombre de personnes âgées ont des traitements comme le paracétamol, comme les macrogols ou la maline ou tramadol à des quantités qui sont variables en fonction de la douleur, en fonction de la situation du patient. Et donc, c'est de donner la juste dispensation qui correspond aux besoins des patients à un moment donné et de ne pas délivrer des quantités qui feraient qu'un certain nombre de médicaments ne sont plus utilisés
Et donc, on incite à travers la dispensation adaptée, avec cet accord qui va se mettre en place au 1er juillet, le pharmacien à poser la question au patient pour donner la quantité dont il a juste besoin et pas une quantité qui risque de se retrouver stockée, voire mal utilisée chez le patient. Donc ça, vous voyez, on change là aussi l'image du pharmacien, c'est on cherche le bon usage et on sait que quand on est en face de personnes âgées qui ont bien évidemment des, une physiologie qui a complètement changé, avec un rein qui fonctionne moins bien, un foie qui fonctionne moins bien, eh bien on sait que pour ces patients-là, le paracétamol, d'autres médicaments à posologie maximum, à longue durée, pourraient avoir des conséquences non délétères par rapport à leur prise en charge. À la fois le risque iatrogène et le risque de mauvais dosage. Donc voilà, une stratégie avec les médecins pour que le patient prenne juste la quantité qu'il lui faut pour le soulager, pour répondre aux symptômes et gommer les symptômes qu'il faut prendre en charge. Et l'autre point sur l'EHPAD, c'est les bilans de médication. On sait très bien que, bien évidemment, ces patients ont des multipathologies avec beaucoup de traitements et très âgés, 90, 95 ans, et donc là, je pense que toute l'attention particulière doit être portée sur ces patients en fonction de la prescription, bilan de médication, adaptation des posologies, recherche des risques de médicaments plus adaptés dans les classes thérapeutiques, voilà, un travail de pharmacien clinicien comme on doit le faire. Et c'est une tendance forte qu'essaie de promouvoir l'USPO, c'est d'aller vers de la pharmacie clinique. Et donc l'EHPAD est un lieu où on peut travailler avec le médecin coordonnateur, le médecin traitant et l'équipe d'infirmiers pour encore améliorer, optimiser la prise en charge avec l'expertise pharmaceutique autour de ce patient. Et d'ailleurs, nos confrères hospitaliers nous encouragent dans cette voie. Et quand on discute avec les étudiants, avec les jeunes, ils nous disent « mais c'est ça que j'ai envie de faire comme métier ». C'est cette expertise clinique que j'ai envie d'exprimer autour des patients qui sont compliqués, des patients qui sont fragiles, et c'est ça qui fait l'essence de notre métier. Bien sûr, la PDA, dans la préparation des doses administrées, comme l'a expliqué Pierre, le pharmacien correspondant qui veut bien sûr se faire en EHPAD, mais également le pharmacien référent qui est le pharmacien qui aide l'EHPAD à structurer la gestion de ces médicaments. Il y a également la préparation des doses administrées à domicile. Il y a un certain nombre de patients qui commencent à être en tout début de perte d'autonomie, et on sait que le début de la perte d'autonomie, c'est le premier signe, souvent, c'est je n'arrive plus à gérer mes médicaments, ou je me trompe dans mes médicaments. Alors bien sûr, parfois, l'infirmier intervient, et quand il intervient parce qu'il fait d'autres soins, etc., c'est l'infirmier qui fait la PDA, il n'y a pas toujours des infirmiers au domicile des patients. Les infirmiers, c'est à peu près 7-8% des patients. Les pharmaciens, c'est 100% des patients. Et dans ce service, on peut le proposer, et là aussi, on l'a mis dans la convention pharmaceutique pour que cet acte de mise à disposition des médicaments à travers un semainier, à travers une amélioration de l'observance des médicaments, permet de sécuriser le patient et de le rendre un petit peu plus autonome. Et donc, on retarde la mise en établissement de ce patient. Et également, bien sûr, la dispensation à domicile. Donc, vous savez que c'est un combat de l'USPO. On s'est bagarré depuis le début du Covid avec le directeur de la CNAM pour essayer d'obtenir une rémunération de la dispensation. On n'a pas réussi à le faire pendant la période de Covid, mais l'engagement du directeur au dernier webinaire a été de dire « j'ouvre la négociation pour que ce soit mis en place au 1er janvier 2021 ». Vous voyez, quand on fait du syndicalisme, il faut être tenace, convaincant, ne rien lâcher et remettre le couvert quand c'est nécessaire. Alors parfois, on y met quelques mois, c'est ce qui s'est passé pour la dispensation, puisqu'on a démarré au mois de mars, et donc là, ce sera opérationnel si on arrive à se mettre d'accord en janvier 2021. Parfois, c'est plus long, 9 ans pour le pharmacien correspondant, mais on ne lâche pas l'affaire.
Donc voilà, personnes âgées, EHPAD, c'est très important parce que 4500 pharmaciens, notamment en milieu rural, ont un équilibre économique grâce à l'EHPAD. Il est hors de question que ce soit l'hôpital qui récupère les EHPAD, comme certains décrivent parfois de façon extrêmement maladroite. Et puis, c'est de montrer que le pharmacien, et on l'a vu pendant le Covid, eh bien, il va à domicile. Et ça, alors moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui croyaient, qui ne pensaient pas un seul instant que le pharmacien puisse sortir de sa pharmacie. Ils ont découvert ça. En disant, mais ah bon, le pharmacien, il va à la maison, ah bon, il peut porter les médicaments. Ben oui, et c'est dispensation à domicile. C'est pas une livraison. Hein. C'est pas un colis porté par le facteur, comme certains l'ont dit, ou éventuellement porté par la Croix-Rouge. Non, non, c'est la Croix Verte qui porte les médicaments à domicile avec un pharmacien, avec sa compétence, qui va expliquer comment prendre le traitement. Ça, c'est un acte pharmaceutique et ça mérite d'être rémunéré. Il y avait le numérique en santé, Bénédicte, on continuait là-dessus. Donc, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, on voit bien qu'il y a la téléconsultation, donc avec l'équipement de l'officine qui permet à un patient d'être mis en condition pour avoir une véritable consultation à distance par un médecin ou par un service hospitalier. Pour ça, on a déjà signé la convention. Et s'il y a l'équipement de la pharmacie avec une visioconférence et un oxymètre, un tensiomètre, un thermomètre, et puis je ne sais plus, je crois qu'il y a un quatrième appareil, certains connectés d'autres pas, qui permettent de faire une consultation à distance et un otoscope qui permettent de faire des consultations à distance efficaces, certainement plus efficaces qu'un coup de fil à son médecin. Hein. Ça, c'est vrai que ça peut dépanner, mais ce n'est pas une stratégie d'organisation du système de soins. Nous, oui. Ensuite, ça peut être le télésoin, c'est-à-dire le pharmacien qui est en contact direct avec le patient qui est à son domicile. Le patient a des difficultés par rapport à son traitement, il peut y avoir une consultation pharmaceutique à distance. Et vous avez vu qu'on a obtenu la légalisation du télésoin pour faire les entretiens pharmaceutiques, que ce soit les bilans de médication, les AVK, les AOD, l'asthme, et demain, encore plus important, les chimiothérapies orales, les anticancéreux oraux à domicile. Eh bien, une partie de ces entretiens pourront se faire en télésoin quand le patient ne peut pas se déplacer et quand on peut le faire dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que là aussi, on intègre des nouvelles technologies. Bien sûr, un des axes importants, c'est le dossier médical partagé. Je pense qu'il va se généraliser sans aucun problème. Ce sera la bibliothèque du patient. Ce sera tout l'historique du patient sur tous ses traitements, la biologie, les médicaments, les interventions, les radios. Et également, bien sûr, il ne faut pas oublier le dossier pharmaceutique qui permet d'enregistrer notamment la vaccination, le suivi de la vaccination, mais également toute la médication officinale, puisque celle-là, elle n'est pas remboursée et elle ne va pas dans le DMP, elle ne pourra aller dans le DMP que par l'intermédiaire du dossier pharmaceutique. Et on fait de la médication officinale un véritable parcours de soins du patient et pas quelque chose qui est juste de la consommation, ce que bien sûr l'USPO ne souhaite pas, on ne banalise jamais la prise d'un médicament. Donc, messagerie sécurisée, bien évidemment pour travailler en coordination, qui est différent du dossier médical partagé. Le dossier médical partagé, c'est la bibliothèque, je vais chercher de l'information. La messagerie sécurisée, c'est l'outil de coordination entre les différents professionnels pour que l'équipe de soins soit beaucoup plus réactive autour du patient et s'allège de charges de paperasse, etc. et permet à la fois d'être beaucoup plus réactif et d'avoir une traçabilité des décisions prises par les uns et par les autres. C'est ça l'avantage de la messagerie sécurisée. Et je pense que ces outils numériques-là vont arriver très vite. Et on a vu que ceux qui étaient parfois un petit peu réticents, comme les médecins, ont multiplié tous ces outils très très rapidement dans la période de Covid. Et c'est tant mieux. Alors, un troisième sondage. Donc,
Êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur les EHPAD, la dispensation à domicile et le numérique en santé, pardon. Donc toujours oui, non, et toujours je souhaite faire une proposition que vous pouvez toujours nous envoyer directement en cliquant sur le petit onglet avec la question. J'ai des questions sur la PDA et particulièrement sur la rémunération. Quand est-ce qu'il y aura une rémunération pour la PDA et la livraison à domicile aussi? Alors, la dispensation à domicile, on en a parlé quand on a fait le webinaire avec le directeur général de la CNAM et il a enfin accepté de l'inscrire au calendrier conventionnel pour 2021. Donc, on va commencer les séances de négociation pour qu'il soit, dès janvier 2021, inscrit à la convention. Pour la PDA, c'est un peu la même chose. On a demandé depuis très longtemps, alors on a inscrit la PDA dans l'avenant numéro 11 comme étant un élément de rémunération potentiellement possible pour le pharmacien. Par contre, pour ce faire, il nous faut les bonnes pratiques. On attend les bonnes pratiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et quand on aura ces bonnes pratiques, on pourra entamer des séances de négociation pour la rémunération. Il faut bien comprendre que l'assurance maladie ne paiera pas un acte pharmaceutique de PDA sans avoir la certitude qu'il sera bien fait et fait de façon normée. Et on a besoin donc de ces bonnes pratiques. Une question aussi sur la dispensation adaptée. Comment faire pour ne pas froisser les médecins si on change de posologie ou si on propose d'enlever certains médicaments? Le but n'est pas de froisser les médecins ni de changer une posologie, c'est d'adapter un médicament en posologie variable en fonction de l'état de santé du patient. Si on prend l'exemple d'un paracétamol où le médecin va écrire de 1 à 4 par jour, voilà, on va demander, déjà actuellement c'est ce qu'on faisait, on demandait au patient quelle quantité de paracétamol il avait besoin pour calmer ses douleurs, quelle quantité de macrogol il avait besoin pour lutter contre sa constipation, on le faisait. Donc là, en plus de le faire, on va pouvoir le tracer par l'intervention pharmaceutique qui va en découler, et puis après être rémunéré en partageant une partie des économies que l'on va refaire à l'assurance maladie. Donc il n'est pas question de froisser les médecins, il est question de tracer ce que l'on faisait déjà en dispensant la juste quantité de médicaments aux patients. À la fois ça, c'est une vraie intervention pharmaceutique. Alors, il est hors de question de changer la prescription du médecin. C'est le patient, parfois, sur la maline ou sur tramadol. Des fois, il y en a besoin, des fois, il n'y en a pas besoin. Et donc, c'est d'enclencher cette discussion entre le médecin, entre le pharmacien et le patient pour savoir est-ce que vous en avez encore besoin, combien vous en prenez, est-ce que le tramadol, vous en prenez 3 par jour, vraiment, ça va, vous le supportez bien, vous n'avez pas de vertige, voilà, ce genre de choses qui fait que on adapte la posologie à la situation du patient, c'est ce que disait Pierre. Et ça, c'est du travail vraiment pharmaceutique. Le médecin, il a mis l'intention thérapeutique. Il ne sait pas si le patient va souffrir à la hauteur de 3, à la hauteur de 4 comprimés, et il sait qu'il faut soulager la douleur. Et nous, on regarde ce qui suffit au patient et ce qui pourrait le conduire à une prise de risque. Voilà, c'est un travail de pharmacien, tout simplement, sauf qu'on le met en évidence et en plus on le rémunère. Voilà. J'ai aussi des questions sur la messagerie sécurisée, notamment sur les lourdeurs des messageries sécurisées et des questions pratico-pratiques. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule messagerie sécurisée, une seule messagerie sécurisée, pardon, de santé, et les systèmes qui existent sont incompatibles les uns avec les autres, on reçoit des ordonnances par n'importe quel biais et ça n'a pas l'air de poser de questions aux prescripteurs. Yes, ça c'est la France, c'est assez rigolo parce que tout le monde veut en disant il faut régionaliser. Et puis dès qu'on régionalise, on voit les limites de l'exercice avec chacun qui a fait sa petite chapelle avec son petit système et qui considère que son petit système est le meilleur et qui a tout fait pour pas qu'il soit interopérable avec l'autre. Donc ça veut dire c'est le foutoir désorganisé que l'on est capable de faire, de mettre en France sur des choses qui peuvent être très simples. Il n'y a qu'en France que ça existe, c'est comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir, ça va siffler à la fin de la partie, qu'il est hors de question de gaspiller du temps et de l'argent sur des choses qui ne sont pas compatibles, qui ne permettent pas de travailler, et il va y avoir à un moment des choix de ce qui a marché sur des territoires, puisque l'origine de ces expérimentations, c'était des territoires en santé numérique. Maintenant, on a vu que des choses fonctionnaient bien, que des choses étaient beaucoup plus élaborées. Ce qu'il faut, c'est garder ce qui a marché
et le rendre bien sûr interopérable. Et après, il y a un gros travail, un très très gros travail, qui est l'intégration de ces nouvelles techniques dans nos logiciels. Chercher dans le DMP le résultat d'une biologie, pour le médecin, pour le pharmacien, ça doit être facile à faire et ça doit être enregistré après dans la fiche patient. Vous voulez à un certain moment communiquer ou enregistrer votre première étape de bilan de médication, eh bien votre logiciel doit être facilitateur pour organiser votre travail. Et donc, il va y avoir un énorme travail pour tous les éditeurs de logiciels, de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers et d'hôpitaux. Je vous raconte une anecdote sur l'hôpital. Je travaille à l'hôpital de Montélimar. On parle de la sortie hospitalière. On a la chance en Rhône-Alpes d'avoir une messagerie sécurisée qui fonctionne assez bien et même très bien. Et donc on dit à l'hôpital, voilà, vous allez utiliser la messagerie sécurisée fournie gratuitement par l'ARS pour faire ce qu'on avait dit tout à l'heure, organiser la sortie hospitalière. Et donc, pour organiser la sortie hospitalière, il faut mettre le nom du médecin, le nom du pharmacien, le nom de l'infirmière. Et là, vous avez des gars qui vous regardent, des gars de l'informatique, et qui vous disent, je suis désolé, mais dans le fichier patient, il n'y a que le nom du médecin qui est prévu, le nom du pharmacien n'est pas prévu, le nom de l'infirmier n'est pas prévu. Ah, mais c'est pas grave, vous allez. Ah oui, attendez, l'informatique de l'hôpital, ça, avant d'obtenir juste cette petite modification, rendez-vous dans 2 ans. Donc ça, c'est inacceptable. Alors on se retrouvait dans les aidants familiaux. Voilà, j'avais trouvé l'astuce, c'était aidant familial pour trouver le nom du pharmacien. C'est ce type-là de lourdeur, de blocage qui ne peuvent plus être acceptés aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer en France. C'est parce qu'à un moment, les gens se retrouvent coincés pour des choses qui ne doivent pas nous coincer. Donc les outils informatiques sont au service des professionnels et uniquement au service des professionnels et bien sûr au service du soin. Et ils doivent évoluer très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'ils font aujourd'hui, pour aider l'ensemble des professionnels à relever les défis de l'organisation, de la coordination et de l'accompagnement des patients. Ça fait longtemps que je n'avais pas poussé un coup de... J'ai juste une question peut-être sur la PDA encore. Pourra-t-elle être financée à l'avenir par les ARS? Alors, je pense Parce que pas c'est que le ce soit... cas. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il y a écrit, enfin la personne écrit que c'est le cas déjà pour une MAS. MAS. Ouais, mais il peut y avoir des petites expérimentations qui ont été réalisées. Je crois qu'en Normandie, ils ont fait une expérimentation avec un opérateur pour faire un test sur quelques pharmacies, pour voir ce que ça donnait, en aidant le pharmacien à s'équiper. Nous, ce que l'on dit à l'USPO, d'abord, premièrement, il est hors de question de mettre en place des outils surdimensionnés par rapport aux officines. Donc, en gros, ceux qui ne jurent que par les automates de PDA et qui, pour le rentabiliser, sont obligés d'avoir 600 ou 800 patients, ça, ce n'est pas de la proximité, ça, ce n'est pas de l'accompagnement du patient. Donc, il existe des outils aujourd'hui qui ne nécessitent pas forcément un investissement en matériel avec une automatisation. Si les pharmaciens veulent choisir ce système, c'est très bien, mais il existe des systèmes qui permettent la traçabilité, le suivi du patient, toutes les règles permettant de sécuriser la préparation des administrés sans forcément avoir un investissement de 80 000, 100 000, 120 000 euros, ce qui exclurait un certain nombre de pharmacies. Et si on veut le faire à domicile, c'est bien ce type d'outils très souples qui permettent de le faire parce que vous avez 20, 30, 40 patients qui seront éligibles à la PDA et pas plus. Donc, hors de question de mettre en place un robot. Et l'USPO est contre toute la délégation de ce travail à un autre. Parce que je sais que certains acteurs auraient bien aimé le concentrer et le faire. On a vu des projets émanant de grossistes répartiteurs. Si vous confiez votre ordonnance au grossiste répartiteur, dans 2 ans, vous ne la retrouverez jamais plus. Donc non, c'est le pharmacien qui lit l'ordonnance, qui la sort, qui prépare la PDA si c'est nécessaire, et c'est un seul acte pharmaceutique avec un seul pharmacien qui fait de A jusqu'à Z tout ce travail de mise à disposition du médicament. Il est hors de question de saucissonner, de déléguer
l'acte pharmaceutique ou de l'externaliser à des acteurs en dehors de l'officine. Alors, je pense que maintenant, on peut changer de sujet sur la prévention et le dépistage, si Pierre est là. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Sur la prévention et le dépistage, je pense que ça va être un des chantiers importants qui est devant nous et qu'il va falloir que l'on prenne vraiment à pleine main. Alors, vous avez dit, Gilles l'a dit, pour le TROD, le TROD Covid et dépistage de la sérologie, ça y est, on va pouvoir l'avoir en pharmacie, donc c'est vraiment bien. Par contre, nous, ce qu'on voudrait par rapport au TROD, c'est inverser le processus. C'est-à-dire ne pas dire pour chaque TROD qui va sortir, est-ce que le pharmacien peut ou pas l'utiliser, c'est de dire d'emblée, le pharmacien peut faire tous les TROD qui sortent. Et puis, si jamais on estime que on ne doit pas en faire un, ben, on mettra une liste négative de ce TROD. On va l'exclure. Mais ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas nous donner à chaque fois l'autorisation pour des TROD. Et on voit la bagarre que c'est pour un TROD aussi simple que de récupérer une goutte de sang et de mettre une goutte de sang sur un réceptacle et de lire la progression et de lire le fait qu'il y ait une ou deux barres. C'est quand même pas compliqué. Je vois pas, enfin, Renaud l'a dit la semaine dernière, je ne vois pas ce qui est compliqué là-dedans. Et il vaut mieux qu'on ait la possibilité de faire tous les TROD avec des exceptions. Ce serait plus logique que de faire l'inverse. Ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est dans toujours cette prévention et le dépistage, d'autoriser et de mettre en place de façon plus systématique le dépistage du cancer colorectal. Ça a été mis en place et sous la forme d'une expérimentation en Corse et les résultats sont relativement flagrant, c'est relativement flagrant le côté positif de ce dépistage et c'est quand même bien plus puissant que ce soit un pharmacien qui remette le test au patient plutôt que la poste ou plutôt que quelqu'un d'autre. Vous allez dire qu'on en veut à la poste, hein, mais non, c'est notre rôle de prévention et c'est notre rôle de donner ce test et d'expliquer le bien fondé du test et de dépistage cancer colorectal. Pour ce qui va être la vaccination, autre sujet de prévention. Alors, vous avez vu que la vaccination grippe a été un réel succès pour nous cette année et qu'on a augmenté la couverture vaccinale des patients qui étaient la cible de l'acte vaccinal en pharmacie, c'est-à-dire des patients qui avaient reçu un bon. Mais on a tous eu dans nos pharmacies des patients qui sont rentrés sans le bon en disant ben, est-ce que je peux vous acheter un vaccin et est-ce que vous pouvez me l'injecter? La réponse était oui, on peut vous le vendre, mais non, on ne peut pas vous l'injecter parce qu'on n'en avait pas le droit. Et le patient repartait en disant ben, finalement, ben, on verra l'an prochain. Et on s'est rendu compte qu'il y avait augmentation de la couverture vaccinale quand le pharmacien pouvait vacciner, et quand il ne pouvait pas le faire, et bien, au contraire, il y avait un appauvrissement. Ah, je pense que vous m'avez perdu. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Donc, il y avait un appauvrissement. Donc, nous, ce qu'on va demander, c'est l'élargissement de la population cible à tout le monde pour qu'on ait le droit de faire cette vaccination grippe à tout le monde. Ça, c'est vraiment pour la vaccination grippe. Et puis après, pour les autres vaccinations, c'est de pouvoir coller au calendrier vaccinal. On a la chance que le calendrier vaccinal ait été facilité et ait été simplifié. Donc, on doit pouvoir coller à ce calendrier vaccinal et puis faire les injections de l'adulte nécessaires pour coller à son calendrier vaccinal. Un autre sujet de prévention qui est pour nous très important et sur lequel on essaye, alors jusqu'à maintenant en vain, mais on ne désespérera pas d'amener ce sujet et de finir par valoriser ce sujet, c'est la prise en charge des patients qui désirent d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, on est le seul professionnel de santé. Vous m'entendez toujours? Oui, vas-y, Pierre. Aujourd'hui, on est le seul professionnel de santé qui n'a pas la capacité de prescrire et de faire prendre en charge les substituts nicotiniques. Oui, donc je disais qu'on était les seuls professionnels de santé qui n'avions pas la possibilité de faire prendre en charge l'initiation du traitement par substitut nicotinique. Alors, on a essayé par plusieurs moyens de faire partie de ces professionnels de santé. Les infirmiers, les dentistes, les sages-femmes, les kinés peuvent prescrire des substituts nicotiniques, mais pas les pharmaciens. Donc, on dit, mais plutôt que d'être simple prescripteur et de pouvoir faire prendre en charge ces substituts nicotiniques, il faut qu'on rentre dans un protocole de soins où on va certes initier le traitement, mais faire aussi un suivi des patients qui désirent arrêter de fumer. Et c'est dans l'ensemble de ce parcours de soins que l'on va inscrire la prise en charge des patients qui désirent arrêter de fumer et du sevrage tabagique. Donc, dans le Ségur de la santé, prévention et dépistage, voilà, où on croit cette politique et on y associe les acteurs qui peuvent le faire,
parce que quand on se fait dépister, on n'est pas malade. Quand on se fait vacciner, on n'est pas malade. Donc, aller chez le médecin, c'est pas naturel. On a vu l'expérience en Corse sur le dépistage du cancer colorectal. 20 pharmaciens qui ont fait le test, 600 dépistages. Donc, ça montre bien que les patients étaient tout à fait trouvé ça normal que le pharmacien propose le dépistage du cancer colorectal par l'intermédiaire de l'office. Et je crois qu'il y a eu 17 ou 20 positifs. Donc voilà, un travail à la fois efficace et qui mériterait bien sûr d'être généralisé France entière. Il y a un point qui a été très marquant pendant cette crise, c'est notre maillage territorial. Voilà, les personnes sont parties se confiner dans leur maison de campagne, sont allées se confiner voilà, dans tous les territoires. Et bien, dans tous les territoires, il y avait un pharmacien. Et un pharmacien qui était ouvert et qui était à la disposition des patients qui étaient là et qui étaient angoissés et qui ne savaient pas pendant combien de temps le confinement allait durer. Donc, le maillage, c'est un élément important et donc nous, on considère qu'il faut non seulement le renforcer, mais le consolider. Alors, bien évidemment, parfois, quand le nombre d'habitants diminue, quand un médecin s'en va, eh bien, ça entraîne une fragilité de l'officine. Et donc, il faut que l'ARS, là, s'occupe de ce maillage et soutienne ces pharmacies. Alors, il peut les soutenir en mettant en place de façon prioritaire la coordination avec des médecins qui sont un petit peu plus éloignés, la confirmation du pharmacien correspondant pour tous les patients du village qui sont loin des médecins puisque le médecin est parti, la mise en place d'outils spécifiques comme la télémédecine avec peut-être d'autres outils que l'ARS peut juger nécessaires avec l'hôpital et les services d'urgence. En tout cas, ce sont des éléments sur lesquels nous, on souhaite discuter avec les pouvoirs publics parce qu'il est hors de question de fragiliser ces pharmacies et de ne pas permettre à ces pharmacies de trouver un repreneur, ce qui est parfois une grosse difficulté pour les pharmacies en milieu rural. Moi, je ne supporte pas d'entendre qu'à moins d'1 million d'euros, la pharmacie n'est pas viable. Eh bien, si on veut tuer les pharmacies, c'est ce type de discours qu'il faut tenir. Quand on est sur des pharmacies qui font moins de 2 millions d'euros, eh bien, c'est une autre organisation. C'est effectivement parfois un confort de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais ces pharmacies, elles rendent un service et donc il faut les soutenir. Et il est hors de question que certains tiennent des discours comme s'ils voulaient les condamner. Nous sommes bien évidemment, l'USPO, farouchement opposés à l'ouverture du capital à des capitaux extérieurs. C'est pour nous un combat permanent et on sait que certains acteurs essaient de biaiser et de contourner la loi qui est pourtant inscrite clairement dans le Code de la santé publique. Et bien sûr, vous vous rappelez, avant Covid, fin janvier, début février, et puis tout le mois de février, le combat que nous avons mené contre la fameuse loi ASAP, qui voulait en gros amazonéiser la distribution des médicaments en facilitant la mise en place des médicaments sur Internet. Alors j'espère que ceux qui étaient à l'initiative de ce projet de loi, que nous avons réussi grâce à la mobilisation de nos sénateurs, et je tiens à remercier tous les sénateurs qui se sont mobilisés unanimement, tous les partis du Sénat se sont mobilisés contre cet article qui voulait, je dirais, faciliter Internet au détriment du maillage territorial. Les sénateurs connaissent bien le territoire. Ils connaissent bien l'importance de la pharmacie sur les territoires, donc il n'a pas été très difficile de les convaincre et j'espère que le passage à l'Assemblée maintenant de cette loi ne remettra pas en question l'équilibre que nous avons trouvé sur cet article. En tout cas, l'USPO sera extrêmement vigilante à ce que l'on ne transforme pas la pharmacie en un Amazon supplémentaire, détruisant cette proximité et cette qualité de service que peut apporter un pharmacien et que ne peut pas apporter un livreur, bien évidemment. Alors, un quatrième sondage. Êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur la prévention, le dépistage et le maillage?
Donc oui, non, et toujours, si vous souhaitez faire une proposition, vous pouvez également cliquer dessus. J'ai une question sur la vaccination. Quand pourrons-nous vacciner contre le DT polio coqueluche? Pierre? Ça va faire partie des choses qu'il va falloir qu'on demande. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais de coller au calendrier vaccinal qui est simplifié. On va le demander. Alors quand, je ne sais pas, mais on va le demander dès la rentrée pour pouvoir que ce soit étendu et qu'on puisse nous vacciner tous les patients adultes et coller au calendrier vaccinal. En fait, on a déjà posé la question à plusieurs reprises au gouvernement. On attend un avis de l'HAS qui nous est plutôt favorable dans ce dossier. C'est de dire que le pharmacien est habilité à vacciner. D'ailleurs, l'USPO avait proposé et a obtenu une modification d'un texte de loi qui disait qu'il pouvait également délivrer des vaccins à prescription médicale obligatoire. Vous savez qu'un certain nombre de vaccins qui ont maintenant des AMM européennes deviennent à prescription obligatoire. Et donc, bien évidemment, le pharmacien pouvait être de fait exclu de la possibilité de dispenser et donc de renouveler ces vaccins et bien sûr de les injecter. Donc, on est sur cette stratégie. On est sur la stratégie à partir de 13 ans. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il y a l'HPV. Et dans certains pays, ils ont réussi, avec le papillomavirus, à éradiquer la maladie parce que le taux de vaccination a été important. En France, les jeunes qui sont vaccinés aujourd'hui sur l'HPV, c'est un taux très faible qui est inférieur à 20%, je crois, de filles. Sachant que les garçons, c'est bien sûr encore moins. Et donc c'est dommage quand... Et ça, c'est le paradoxe. Moi, je m'amuse toujours à le répéter. Regardez qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle maladie. Tout le monde réclame le vaccin. Vite, vite, il faut faire des vaccins. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour trouver un vaccin contre le Covid? Qu'est-ce qu'on attend pour trouver un vaccin contre la dengue, contre Ebola, etc. Et quand on a des vaccins contre la grippe, eh ben, c'est utilisé à 50%. Ou quand on a un vaccin contre la rougeole, eh bien, il y a des mamans qui se posent la question. Ça veut dire que le vaccin est mortel. Donc, ça veut dire que la prévention, la vaccination, c'est un combat permanent. Et d'abord, les pharmaciens doivent donner l'exemple, ils doivent se vacciner contre la grippe, on doit être à jour de leur vaccin. Voilà, je pense que comme tout le monde, on ne doit pas être toujours très, très performant, mais comme le disait Pierre, le calendrier vaccinal est aujourd'hui beaucoup plus simple à suivre, alors qu'avant c'était un petit peu plus compliqué. Et on peut justement, puisque c'est à date anniversaire, eh bien, de pouvoir proposer, le pharmacien peut pouvoir proposer en disant est-ce que vous avez fait votre renouvellement DTP, tétanos, rougeole, etc. Est-ce que voilà, et si non, est-ce que vous voulez le faire? Oui. Si vous voulez le faire, oui, mais je peux vous le proposer. Donc vous faire l'injection et ensuite l'enregistrer dans le calendrier vaccinal du patient et bien sûr l'enregistrer dans le DMP et informer le médecin qu'il est à jour de sa vaccination. Voilà, ça c'est du boulot et ça, on va continuer à le défendre mordicus jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Alors quand, je ne sais pas. J'espère le plus vite possible. Une autre question, comment valoriser les actions de prévention déjà réalisées par le pharmacien gratuitement? Gratuit, c'est fini. Enfin, gratuit, il faut arrêter ça. On peut faire du gratuit pour des expérimentations, mais quand on fait gratuit, eh bien, ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas. Qu'on ne reconnaît pas le travail que vous faites et qu'on ne vous reconnaît pas en tant que professionnel de santé. Donc, toutes ces actions de prévention qui sont des santé publique, hein, d'accord? C'est pas des choses qu'on peut faire en local, etc. Eh bien, qu'il faut que le pharmacien soit rémunéré. Alors, il peut être rémunéré par le régime obligatoire et ou par le régime complémentaire. Ça peut être des stratégies de régime complémentaire seul. On le voit avec Clésia pour la prise en charge du vaccin contre la grippe pour le personnel de l'officine. Et donc, il faut donner l'exemple. Et derrière, ça peut être des préventions un petit peu plus larges qui vont jusqu'à la bonne gestion de la mort à pharmacie, qui vont jusqu'à des interventions en milieu scolaire pour bien apprendre à gérer les médicaments, apprendre à bien avoir un bon comportement par rapport à la santé publique. Vous avez vu que ce qui s'est passé là aussi pour le Covid, c'est-à-dire
les masques, les gestes barrières, la distanciation, eh bien, les pharmaciens ont énormément contribué à faire accepter ces gestes et à faire comprendre l'importance de ces gestes de façon très très rapide à la population. On n'a pas été les seuls, bien évidemment. Mais en tout cas, quand on voyait un pharmacien équipé avec un masque, équiper sa pharmacie avec des règles d'accueil des patients, le plexiglas qui séparait, eh bien, voilà, tout ce travail contribue à faire de la prévention extrêmement très très pratique et très efficace. Et d'ailleurs, demain, on a une commission paritaire nationale et on va négocier avec l'assurance maladie une indemnité pour cette période de mars, notamment sur la mise en place d'organisation de l'officine, de nettoyage de l'officine par le personnel, de tout ce qui a consommé du temps pour permettre à la pharmacie de continuer à tourner dans de bonnes conditions. Ça mérite une indemnité. Et on va négocier ça demain avec Nicolas Revel, demain après-midi à 14h30. On peut passer aux autres sujets, garde et urgence. Oui, alors garde et urgence. Bon, il y a 10 ans, on n'était pas payé, je crois. Et donc, pour rebondir sur la remarque de notre confrère, de notre consoeur tout à fait avant, voilà, on n'était pas reconnu pour être rémunéré pendant les gardes avec des astreintes. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un décalage entre l'astreinte payée aux pharmaciens et l'astreinte payée à un médecin qui travaille à l'hôpital ou qui travaille dans une maison de garde. Et que l'écart est bien trop grand. Donc il faut revaloriser l'astreinte, revaloriser l'honoraire du dimanche et de nuit de 5 € à 8 €. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à le revaloriser. L'USPO avait négocié le passage de 150 à 190 € pour l'astreinte, pour la nuit et après pour le jour férié. Là, je pense qu'il faut qu'on continue parce que ça correspond à une vraie fatigue des pharmaciens, à une vraie contrainte. Et puis, il faut que l'on travaille sur ce qu'on appelle la nuit profonde. On voit bien que les médecins s'arrêtent à minuit. Ils veulent maintenant s'arrêter à 10 heures. Donc, ils veulent avoir une astreinte payée de 7h30 à 10 heures. Et après, c'est l'hôpital qui prend le relais ou d'autres services d'urgence qui prennent le relais. Nous, on est là toute la nuit. Et je sais que les pharmaciens vont bien comprendre ce que je veux dire. Quand vous faites déranger à 2 heures du matin pour un Naturgil, pour un tube de vaseline ou pour un Doliprane, ça passe plus. Hein. Ça passe plus parce que ça, c'est pas de l'urgence. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on banalise le service pharmaceutique à nuit profonde pour ne pas déranger le médecin qui est d'astreinte. Et je sais que certains avaient imaginé des systèmes de consultation téléphonique en pleine nuit en disant bon, écoutez, c'est pas grave, j'appelle le pharmacien, il va vous ouvrir, il vous donnera un sirop contre la toux en attendant, et demain à 9 h, vous venez à la consultation. Ben non, le pharmacien ne va pas se lever pour pas que le médecin se lève. Ou c'est urgent et c'est pris en charge après une consultation médicale, et là le pharmacien, bien sûr, répondra présent, mais c'est pas pour attendre 5 heures et avoir une réponse facile en dérangeant le pharmacien. Parce que sinon, on va mettre toute la profession à plat. C'est le second coup de gueule. Pierre, sur les simplifications, les règles de simplification administrative. Concernant les règles de simplification, c'est un travail qu'on a commencé de mener dans l'année qui vient de s'écouler. On a rencontré à plusieurs reprises la DGS, la DGOS et différents services de la CNAM parce qu'on n'en peut plus des règles de prescription qui sont trop compliquées. Et quand les règles deviennent à ce point compliquées qu'elles ne peuvent plus être validées et qu'elles ne peuvent plus être respectées tant par les prescripteurs que par les pharmaciens, c'est que ce ne sont pas des bonnes règles. Il faut les changer, il faut vraiment les simplifier. Si on prend l'exemple des hypnotiques, on limite à 28 jours, mais au départ, c'était pour protéger le patient qu'on a fait ça. Peut-être que l'idée, au départ, était bonne, mais on se rend compte aujourd'hui que, dans les faits, les médecins voient le patient
et puis prescrit pour 3 mois de traitement et fait 3 ordonnances d'hypnotique avec des dates différentes en disant quand vous irez renouveler votre traitement, vous donnerez l'ordonnance 1, puis 2, puis 3 d'hypnotique de façon à ce que vous ayez la continuité de votre traitement. Il faut qu'on fasse confiance aux médecins, aux pharmaciens et faire ce qu'il faut pour que le patient soit dans un parcours de soins emmené là où il faut qu'il soit par rapport à son traitement. Et ça, je pense que c'est important que ces règles soient simplifiées parce qu'on se rend compte que quand il y a des contrôles de la part de l'assurance maladie, alors on ne fait pas ces règles, on fait une simplification pour ne plus qu'il y ait de contrôle, c'est pas ce qu'on a dit. Mais on se rend compte qu'on a des pharmaciens qui ont, pour assurer la continuité des soins, délivré un traitement, par exemple, d'un médicament donné pour éviter le rejet de greffe de foie ou de rein. Et puis, comme il n'y avait pas le spécialiste à l'hôpital qui pouvait signer l'ordonnance, c'est le généraliste qui l'a faite. Et puis, on n'est pas dans les clous parce que le médicament doit être prescrit par un spécialiste. Ou prenez l'exemple de la trithérapie qui doit être avec une prescription initiale hospitalière. Parfois, ça peut poser problème. Donc, il faut que ces règles soient simplifiées, non pas pour ne plus qu'il y ait de contrôle, mais pour que le patient, lui, il ait accès aux soins de façon plus facile et qu'il ait accès à son juste traitement. Donc, on a commencé à faire ça, mais par contre, il faut qu'on l'amène jusqu'au bout et qu'on simplifie ces règles de façon à coller à la vraie réalité des patients et de leur traitement. Je ne sais pas si je suis encore audible. Ouais, si, tu as raison, Pierre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un millefeuille de décisions administratives, notamment au moment de la sortie hospitalière, et que, comme toujours en France, on ne fait jamais le nettoyage des règles utiles à garder et des règles inutiles à éliminer. On rajoute toujours des règles supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne les respecte, parce que les médecins n'y comprennent rien, les patients ne comprennent pas qu'on leur dise « Ah, là, attention, il faut faire attention, il faut aller voir tel spécialiste. Ah oui, mais j'ai pris rendez-vous, mais je dis que dans 2 mois. Mais pendant 2 mois, je ne peux pas vous donner votre traitement, sinon je risque de ne pas être remboursé. » Tout ça n'a pas de sens. C'est pour ça que, comme tu le disais, on fait confiance à l'équipe de soins, on sécurise le patient, on garde les règles qui sont absolument nécessaires pour la sécurité, celles qui sont purement administratives et qui essaient de contraindre, en fin de compte, limiter les prescriptions alors que le patient en a besoin, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, on avait ouvert le chantier avant le Covid, on a fait une première réunion qui avait été très riche, puis j'avais tous les services de l'État qui étaient présents avec la CNAM, et on avait posé les sujets, y compris d'ailleurs sur les stupéfiants, sur les TSO. TSO, quand vous avez un patient qui est sous méthadone et qui est stabilisé depuis 1 an et demi, pourquoi le faire revenir tous les 28 jours avec une nouvelle prescription? On ne peut pas mettre en place un protocole de soins, de suivi, de vérifier qu'il est observant, et s'il est observant et qu'il est stable et qu'il va bien, pourquoi l'obliger à avoir une ordonnance tous les 28 jours? D'ailleurs, vous avez vu que le TSO, on l'a prolongé au-delà du 10 juin, parce qu'on sait que les médecins ne sont pas non plus toujours disponibles encore actuellement. Voilà. Donc là, c'est un vrai travail, puisqu'il y a un chantier simplification. Alors, ça concerne l'hôpital, ça concerne les contraintes administratives pour les services, etc. Mais ça concerne aussi les règles de prescription et de dispensation des médicaments. Sur le générique et sur les biosimilaires, 2 choses. Premièrement, sur le générique, voilà, on voit bien que l'article 66 conduit les laboratoires à demander du TFR pour contourner l'article 66 avec un laisser-faire des pouvoirs publics. Alors, si on veut faire le générique, il faut le dire. Si on veut que tout soit aligné, à quoi ça sert d'avoir un générique si tout est au même prix? Et pire, on voit maintenant ce que l'on disait l'autre jour, des prescripteurs être démarchés par des laboratoires pour leur dire « Docteur, il faut revenir à la marque, prescrivez bien le nom de marque ». Alors que la loi, depuis 11 ans, c'est la prescription en décès obligatoire. Et donc on revient à des pratiques d'un ancien temps où des laboratoires demandent aux médecins d'être le défenseur de la marque au lieu d'être le défenseur d'une intention thérapeutique. Quelle régression! Sur les biosimilaires, on avait dit qu'il fallait ouvrir le chantier pour
permettre le droit de substitution et de savoir dans quelles conditions on avait le droit de substitution des biosimilaires. Et ça, c'est un travail avec les médecins, avec les patients, avec les pharmaciens, pour permettre aux biosimilaires eh bien, de jouer leur rôle, d'être en compétition avec d'autres médicaments et de permettre d'avoir, voilà, une fois que le brevet est tombé, il n'y a pas de raison que des biosimilaires ne soient pas sur le marché français comme ils le sont dans d'autres pays. Et bien sûr, le pharmacien est le mieux et le plus capable, puisque c'est le spécialiste du médicament, eh bien, de changer un biosimilaire par un autre, bien sûr pas changer tout le temps, mais de le faire en expliquant au patient que ce médicament lui conviendra parfaitement et d'avertir le médecin que c'est sous ce médicament, ce biosimilaire, que le patient va être traité. Voilà. Donc ça se passe dans tous les pays et toutes les histoires nous racontant que les biosimilaires c'est pas comme les génériques, attention, oh là là, c'est pas pareil, vous vous rendez compte, ouais, ne l'appelez pas biosimilaire alors, hein, si c'est pas similaire. Voilà, il faut changer de nom, tout simplement. Donc, il faut arrêter avec ce genre de bêtises. Voilà, il faut redonner au pharmacien. Le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Le médecin, c'est le spécialiste du diagnostic. Le rôle de laboratoire, c'est de mettre des médicaments à disposition du corps médical et du corps pharmaceutique en évitant les ruptures de stock. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Et ils ne sont pas là pour faire du marketing, ils sont là pour mettre à disposition des médecins, des patients et des pharmaciens un arsenal thérapeutique adapté aux besoins des patients. Et voilà, le dernier sondage peut-être, donc c'est êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur les gardes, les règles de simplification et les génériques et les biosimilaires? Donc oui, non, et je souhaite faire une autre proposition. J'ai alors quelques questions. Que va devenir la ROSP générique? Alors, la ROSP générique, elle diminue mécaniquement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, la base de calcul de la ROSP générique, c'est des économies réalisées en plus par le pharmacien, et ces économies sont mesurées par l'écart de prix entre le princeps et le générique. C'est ça qui fait les économies. Comme l'écart de prix entre le princeps et le générique n'arrête pas de diminuer, puisque au départ, il y a 45% d'écart, et maintenant, aux médicaments qui ont plus de 5 ans, il y a 10% d'écart, donc les économies sont plus faibles. Donc du coup, le partage des économies entre l'assurance maladie et les pharmaciens ne fait que diminuer. En plus, il y a très peu de nouveaux médicaments qui rentrent dans le répertoire. On voit bien qu'il y a toujours des contournements de la substitution avec des bithérapies, voire des tentatives de trithérapie. Bien évidemment, on n'a pas une arrivée de gros boosters de médicaments qui déstabilisent et qui permettent de réapprovisionner le marché du générique et donc de permettre d'alimenter la ROSP générique. Donc, on arrive sur quelque chose qui n'est pas terminé, mais qui ne peut plus être à des hauteurs de 150 à 160 millions comme on l'a connu au plus haut avec l'arrivée de la rosuvastatine. Et donc, bien évidemment, ça diminue. C'est pour ça qu'il faut être créatif et pas pleurer. Dire, ah, la rose, elle a diminué, générique, etc. Ouais, sinon, ça veut dire que c'est les économies, c'est 100% pour les pharmaciens, et même 100% pour les pharmaciens, on n'arrivera pas aux 150 millions à la fin. Et donc, bien sûr, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut trouver d'autres roses. C'est pour ça qu'on a mis la dispensation adaptée et qu'on cherche dans les avenants conventionnels à mettre en place d'autres mécanismes permettant de remplacer la rose générique ou de la compenser par d'autres systèmes. C'est ça le travail d'un syndicat, c'est de ne pas pleurer sur le passé, mais de préparer l'avenir et d'anticiper sur des choses qui vont arriver et de miser sur ce qui va progresser et ne pas miser sur ce qui est sur, je dirais, un niveau de stagnation. Bien sûr, si les biosimilaires arrivent, ça peut dégager d'autres perspectives. Mais bon, voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Donc,
tous ceux qui racontent que la ROSP c'est affreux, etc., mais ouais, mais ne regardez pas le passé, hein, regardez ce qu'on est en train de mettre en plus devant. Et d'ailleurs, vous avez vu que le mode de rémunération que nous avons mis en place grâce à l'avenant numéro 11, grâce aux honoraires de dispensation au détriment de la marge commerciale, nous a permis d'abord de récupérer de l'économie supplémentaire, nous a permis de mieux résister à la crise de Covid qu'avec l'ancien mode de rémunération. Donc voilà, le rôle d'un syndicat, c'est de regarder devant et d'être créatif, d'être imaginatif pour mettre en place d'autres ROSP permettant eh bien, de compenser celles qui arrivent sur une fin de cycle. Mais c'est pas fini, Frédéric, hein, c'est pas fini. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, mais ça ne peut pas atteindre les niveaux que l'on a connus il y a encore 3-4 ans. J'ai une question sur les simplifications des règles de prescription et de dispensation. Les médecins ont l'habitude de prescrire l'orthopédie avec les médicaments. Nous avons des rejets de la CPAM. Peut-on assouplir les règles de la CPAM pour qu'il n'y ait plus ces rejets et ne pas obliger le patient à retourner chez le médecin ou pire à l'hôpital? Je ne sais pas si Pierre est là. Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, c'est typiquement ce genre de règles qu'il faut qu'on fasse aboutir pour qu'il y ait la simplification. C'est absurde. Enfin, je veux dire, il faut qu'on aille vers le fait que rendre plus simple. C'est ça le mot simplification, c'est rendre plus simple le parcours du patient. Alors, juste là, je ne sais pas si c'est un pharmacien ou une pharmacienne qui a écrit, mais vous envoyez un mail immédiatement à l'USPO et on va s'en occuper de suite. Hein. Mais par contre, vous envoyez un mail avec l'exemple précis du rejet. Et vous inquiétez pas, si vous le faites cette nuit, dès demain matin, c'est sur le bureau du directeur de la CNAM. Vous pouvez compter sur nous. Parce que ce genre de truc, c'est insupportable. C'est inadmissible. Ça veut dire que les cannes anglaises, que les orthèses de genoux, il faudrait faire 2 ordonnances, comme si les prestataires, c'est encore un coup des prestataires, ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous l'envoyer, mais par contre, il faut qu'on ait un exemple précis, un numéro de facture, un rejet et le motif du rejet. C'est réglé demain. Est-ce que je fais peut-être un récap des différents sondages? Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui. Ouais, si vous pensez qu'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas des propositions en dehors de ce que nous avons évoqué, parce qu'on a peut-être pu. Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas, bien évidemment, tout développé dans le webinaire de ce soir. On a encore d'autres propositions, mais après, il nous était difficile de rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est de voir les différents thèmes, de voir la stratégie, de voir si ça collait à ce que vous attendiez sur Ségur et des propositions que peut faire la profession. Voilà, c'est ça qui est important. Après, on en est à plus de 30 propositions aujourd'hui, hein, mais voilà, on ne pouvait pas tout mettre en détail. Alors, pourquoi il n'y a aucune rémunération pour la prise en charge des TSO qui nous font passer énormément de temps et d'échanges avec les médecins, tout cela pour rien? Alors, on l'a proposé à plusieurs reprises d'en faire une stratégie comme la prise en charge du suivi des patients, que ce soit bilan de médication, etc. Peut-être qu'avec le pharmacien correspondant, on va pouvoir recibler la prise en charge TSO pour 2 raisons, ou même 3. La première, c'est que effectivement, c'est un travail qui n'est pas négligeable, qui demande un investissement de la part de l'équipe officinale, d'accueillir ses patients comme n'importe quel patient, tout simplement parce que voilà, il a une dépendance à un médicament et qu'il faut le prendre en charge. Ensuite, bien évidemment, on sait que parfois, un certain nombre de ces patients ne sont pas faciles à gérer quand il y a du retard, quand ils n'ont pas eu de rendez-vous chez le médecin, parfois avec de la violence qui peut s'exprimer au comptoir pour des personnes qui ne sont pas stabilisées et qui ne sont pas insérées. Donc, ça demande des relations d'échange avec le médecin pour pouvoir mettre en place un cadre de prise en charge efficace pour ces patients. La dispensation qui est parfois hebdomadaire et qui peut être étendue à 28 jours, c'est aussi un travail supplémentaire. Parfois, en début de traitement,
c'est la dispensation à la journée pour s'assurer que le patient le prendra correctement en tout début de traitement parce qu'on n'est pas sûr voilà, qui le suivent correctement et qu'il est bien adhéré à son traitement. Tout ça nécessite une prise en charge et une rémunération qui ne peut pas être uniquement sur la marge. Alors vous avez vu que ces médicaments, on les a inclus dans les honoraires de dispensation, à l'acte de dispensation bien évidemment, mais le confrère a raison, ou la conseillère a raison, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut faire une rémunération du parcours spécifique de la prise en charge de ces patients. Entre parenthèses, aujourd'hui d'avoir à peu près tout juste 4000 pharmaciens qui prennent en charge ces patients sous méthadone, ça veut dire qu'on concentre la prise en charge de ces patients que sur quelques pharmaciens, ce qui nous amène des critiques de la part des associations de patients en disant que le réseau n'apporte pas une réponse homogène pour la prise en charge de ces patients sous méthadone. Et ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus pour que l'on facilite le travail des pharmaciens et qu'on permette aux patients de choisir la pharmacie qui est à côté de chez lui. Et voilà, qu'il n'y a aucune raison que la méthadone soit un problème dans la prise en charge du moment que le couple médecin-pharmacien fonctionne et que le patient sait qu'il rentre dans une démarche de soins. Est-ce que nous pourrions créer une ROSP dès que le pharmacien engage des missions de santé publique? Oui, oui. Bon, c'est rigolo parce que les ROSP ont été assez vilipendés, notamment tout ce qui a été fait sur les bilans de médication, sur des entretiens, etc. Vous savez qu'à partir du 1er juillet, si tout va bien, on aura confirmation demain. Vous allez pouvoir rattraper tout le retard de vos facturations, de vos entretiens, de vos bilans de médication et 1er juillet, de dispensation adaptée. Alors là, elle qui est obligatoirement sous ROSP, puisque bien évidemment, il faut attendre les économies générées pendant un an pour pouvoir se les partager avec l'assurance maladie. Je vous rappelle que les économies partagées sur la dispensation adaptée, c'est 55% pour l'assurance maladie, 45% pour les pharmaciens, en fonction du nombre de lignes de dispensation adaptée. Vous voyez que le partage des économies est assez équilibré, 55-45, hein, c'est pas un petit engagement qu'a pris l'assurance maladie. Alors oui, sur la santé publique, pourquoi pas, il faut les construire. Ça peut se construire dans des stratégies qui peuvent être portées par les CPTS et un suivi par la convention pharmaceutique ou en travers l'accord cadre interprofessionnel. Mais en tout cas, c'est une piste de travail. Il y en a une aussi qu'on a proposée, qu'on n'a pas développée ce soir, qui est l'évaluation en vie réelle des médicaments. C'est-à-dire que quand on a un médicament qui rentre sur le marché avec des indications assez serrées, de pouvoir vérifier comment le patient suit ce traitement et d'évaluer la situation, la prise en charge par ce traitement avec des informations émanant de la pharmacie parce que le pharmacien est à proximité du patient, ça peut être un élément de rémunération sur l'évaluation de ces médicaments, puisque les études coûtent très cher et le pharmacien, lui, peut apporter ce service. Donc oui, oui, bien sûr. Encore une proposition, comment valoriser, ou une question plutôt, comment valoriser les erreurs de prescription des médecins généralistes récupérées par les pharmaciens d'officine? Ça s'appelle, ouais, tu veux le dire, Pierre? Ça s'appelle une intervention pharmaceutique. Alors, il ne faut pas commencer par celle-là. Parce que si vous commencez par celle-là, immédiatement, bien sûr, les médecins vont se sentir visés et l'assurance maladie ne portera pas un conflit potentiel entre médecins et pharmaciens. Donc, il ne faut pas commencer par cette IP. Pourtant, ce travail est aujourd'hui complètement aveugle, occulte, et par contre redoutablement efficace. Le nombre de fois que vous rattrapez un changement de dosage qui n'est pas voulu, quand vous rattrapez une interaction médicamenteuse, parce que bien, le médecin ne savait pas que l'ophtalmo avait prescrit tel médicament. Voilà. Tout ça, c'est des coups de téléphone, c'est du temps passé, et c'est beaucoup, je dirais, de tact et mesure
vis-à-vis du patient pour pas qu'il perde confiance envers son médecin. Et donc, vous ne revenez pas au comptoir en disant ah, j'ai téléphoné au docteur, heureusement que j'ai téléphoné, il s'était trompé. Hein. Donc voilà, vous ne le faites pas comme ça, vous dites ne vous inquiétez pas, effectivement, la boîte a changé de couleur, mais il faut rester, puisque votre tension est stable, sur l'ancien dosage, il n'y a pas de problème, et hop, voilà, vous rassurez le patient et vous gardez la confiance vis-à-vis du médecin. Mais tout ça, effectivement, est parfaitement occulté, et c'est un travail où les médecins, d'ailleurs, vous remercient. Hein. Ils vous disent, wow, moi je suis content parce que je sais que tu regardes mes ordonnances, parce que de temps en temps, je peux aussi faire des erreurs, et c'est normal que tu fasses attention et que tu me passes le coup de fil. Donc ça, on verra petit à petit comment on peut le faire rentrer, je dirais, dans une stratégie pas accusatrice vis-à-vis des médecins, mais une stratégie d'intervention pharmaceutique dans un acte coordonné où le médecin et le pharmacien se parlent et d'avoir une trace de ça. D'ailleurs, l'assurance maladie le fait déjà. Hein. L'assurance maladie fait des requêtes sur les interactions médicamenteuses majeures et avertit le pharmacien et avertit le médecin qu'il a laissé passer ou qu'il a prescrit telle interaction. Donc, quand l'assurance maladie nous dit ah, mais moi, je ne veux pas que vous bagarriez entre vous, mais elle le fait aussi. Donc, voilà, au bout d'un moment, il va falloir mettre en évidence les actes de sécurité qui font aussi l'excellence de notre métier. Je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est bien. Bien. Et peut-être juste rapidement, pour faire un rapide retour sur les sondages, en gros, globalement, sur la majorité des propositions, on est entre 95 et 99% de oui. Ils sont favorables Super. Aux propositions que vous avez présentées pendant le webinaire. Bah, écoutez, et surtout, peut-être dire qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer vos propositions par mail. Si vous avez d'autres propositions, vous pouvez nous les envoyer sur uspo@uspo.fr ou également vous rapprocher de vos syndicats au niveau régional ou départemental pour leur faire ces. Ouais, ça c'est très important. Alors, il faut aller vite, hein, parce que bien sûr le Ségur, voilà, début juillet, les conclusions sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de contributions hein, qui viennent d'associations de patients, d'organisations syndicales, ordinales, et bien sûr des ARS et des politiques hein, qui font des propositions, également des élus, hein, comme des représentants des maires qui interviennent aussi, des élus conseillers régionaux et conseillers départementaux. Voilà, tout le monde voilà, fait des propositions. Alors, ce que je sais, c'est que globalement, ça va dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'il fallait réformer. Tout le monde a bien compris que mettre de l'argent sans réformer, ça s'appelle du gaspillage. J'espère, en tout cas que certains l'ont compris. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait compris vraiment, mais il ne faut jamais rater une occasion quand il y a un débat de fond sur le système de santé, et bien que les pharmaciens avancent leur pion. C'est ce qu'on a fait avec Bachelot, c'est ce qu'on a fait avec d'autres réformes qui ont laissé des traces et qui font qu'aujourd'hui, on avance avec ténacité sur l'évolution du métier. Après, bien sûr, il faut signer la convention parce que c'est là aussi que l'on traduit l'évolution du métier avec l'évolution du mode de rémunération. C'est ce que nous avons fait avec la réforme il y a 3 ans, avec l'avenant numéro 11, qui a apporté un souffle à la fois sur le plan économique et un souffle sur l'orientation du métier. En gros, on a choisi le camp du patient et pas le camp du commerce. On a choisi le camp de la sécurité du médicament et pas de la banalisation du médicament. On a choisi la valeur ajoutée du pharmacien, qui n'est pas un distributeur de boîtes, mais un accompagnateur pour le patient et qui rentre dans les stratégies de prévention et de dépistage. C'est ce chemin qu'on a tracé avec l'avenant numéro 11 et maintenant jusqu'à l'avenant numéro 20 que nous avons signé en décembre. C'est ça la stratégie. Et cette stratégie, on voit qu'elle est gagnante parce que d'abord, elle nous donne une image extrêmement positive vis-à-vis des patients, qui est notre vrai baromètre aujourd'hui. Est-ce qu'on répond à leurs attentes? Je peux vous dire que oui. Et aussi, on est capable de convaincre les pouvoirs publics. Vous voyez, en très peu de temps,
d'avoir obtenu le trop de Covid qui n'était pas évident avec toutes les attaques qu'il y avait contre la profession. Ça veut dire qu'en unissant nos forces, et je le dis avec l'ordre syndicat et avec les groupements, eh bien, on arrive à montrer que cette profession mérite la confiance des pouvoirs publics, mérite qu'on leur confie des missions qui peuvent paraître difficiles, mais qu'elle peut supporter sans aucun problème. Donc voilà, c'est ça l'orientation qu'on est en train d'impulser, et j'espère qu'on va accélérer le mouvement après le Covid et dans la prochaine convention, puisque vous savez que la convention arrive à échéance fin 2020 et qu'il faudra partir sur un cycle de 5 ans dès 2021. Et pour l'USPO, c'est garder la même ligne, le sillon que nous avons tracé, et accélérer dans cette voie pour se prémunir de ceux qui considèrent que la pharmacie est juste de la logistique et en aucun cas une valeur ajoutée. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais il ne faut jamais rater les occasions et jamais rater les signatures quand elles se présentent, parce qu'elles ne se présentent pas souvent deux fois. Merci. Merci Bénédicte. Merci Pierre. À demain, la commission paritaire nationale. Et comme vous l'a dit Bénédicte, n'hésitez pas à faire des propositions sur le site de l'USPO. De toute manière, il y aura le rapport Ségur début mi-juillet, mais après, il y aura le PLFSS. Là, ça va être aussi des propositions que l'on va complétiser à travers des projets de loi, des textes de loi ou des textes réglementaires. Donc, il y aura encore tout l'été à bosser pour après préparer ce PLFSS. Donc, même si vous avez des idées pendant l'été, n'hésitez pas à échanger avec nous et à challenger toutes nos propositions et bien volontiers, parce que c'est comme ça qu'on enrichit le débat syndical. Et pour ceux qui ont posé des questions précises sur l'orthopédie, etc., envoyez le mail de suite pour qu'on puisse vous aider et régler le problème le plus vite possible. Passez une bonne soirée. Merci à tous les deux. Merci. Et, à un prochain webinaire, on verra quand est-ce qu'on l'organise. Vous avez vu qu'on commence on les a mis en semaine et plus le dimanche. Voilà, comme ça, le week-end, on est moins confiné, donc tout va bien. Et bien sûr, on continuera les webinaires au fur et à mesure, à un rythme régulier, pour vous tenir informés, parce qu'il va y avoir pas mal d'actualités. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.